Allez, bonjour, bonne année à vous tous, nos nombreux téléspectateurs disséminés à travers le monde. Vous êtes des millions de téléspectateurs à nous faire confiance. Merci de la confiance que vous nous avez accordée en 2023. Nous allons probablement renouveler en vous demandant une autre confiance en 2024 pour cette année qui commence. Nous allons nous atteler, bien sûr, avec nos invités ce matin, parler des perspectives de l'année 2024. Comme de tradition, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est adressé à la nation le 31 décembre dernier, un discours où le chef de l'État a touché du doigt les réalités des Camerounais. La problématique de l'augmentation du pétrole, la vie chère, passant également par les questions économiques, le chef de l'État a passé au peigne fin tous les maux qui minent la communauté camerounaise. Nous allons ici essayer de voir si en 2024 les choses seront résolument très difficile pour les Camerounais. On parle de résilience, on demande aux Camerounais de serrer de plus en plus les ceintures pour pouvoir franchir encore 2024. Ce vendredi était jour de présentation des vœux au président de la République, son Excellence Paul Biya. Le corps diplomatique, le corps constitué, a donc présenté leurs vœux de bonne année 2024 au président de la République. Comment avons-nous trouvé le président de la République face à ce rituel? Avait-il rassuré les uns et les autres qui pensaient que le président de la République était fatigué? Nos différents spécialistes vont nous permettre de décrypter toute cette actualité. Merci une fois de plus. Bienvenue à toutes et à tous. Les hommes politiques spécialement vont nous permettre de décrypter l'actualité 4 au total. Nous allons les accueillir. Lui, il représente le PCRN, Ahmad Toukou Gandhi, qui est membre du bureau du PCRN. Bonjour, bonne année. Merci de nous rendre visite ce matin à Canal 2 International. Bonjour M. Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mes copalénistes, bonne et heureuse année 2024 à vous également, à votre famille et à l'ensemble de votre équipe qui vous accompagne ce matin dans ce studio. Et bonne année à tous les Camerounais du nord au sud, dans toutes les horizons et de l'autre côté de la diaspora. Bonne et heureuse année aussi à mon grand frère Hervé Emmanuel Com. Bonne et heureuse année à M. Hilaire Zipan, président du MP. Bonne et heureuse année à M. Emmanuel Kounié du MRC. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve ici sur ce plateau. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis donc, de voir la nouvelle année. Merci à vous. L'actualité est marquée au PCRN par l'audience du côté du Mayokani, à Kaélé plus précisément. L'affaire des sommets PCRN contre M. Kona, le 4. L'audience a eu lieu à Kaélé. On a pris un renvoi. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus par rapport à l'actualité sur cette affaire? Oui, M. Bouba, comme vous venez de dire, nous avons eu la première audience de l'autre côté du tribunal de première instance de Kaélé le 4 janvier 2024. Et sur cette affaire, le vice-président, maître Bébé René Roger, a eu à communiquer là-dessus au soir du 4. Et l'audience a été renvoyée au 1er février 2024. Et dans son communiqué, il a été clair et le juge a dit que le dossier qui lui a été confié n'était pas complet. Et à cela, avec donc le message du président national, l'honorable et le président Cabral Libi, il a demandé à ses militants et sympathisants de rester calmes et d'observer donc la voie de la justice et de rester loin des provocations et de faire confiance également à la justice de notre pays. Et comme vous l'avez évoqué, le communiqué a été rendu public par l'avocat Maître Renaud Bébé depuis le 4 janvier 2024. Donc c'est normal, l'actualité
au sein du PCRL en fin d'année a connu beaucoup, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment de l'autre côté du Mayo Kani. Merci à vous. Le deuxième invité, c'est le représentant du MRC, Emmanuel Kougné. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba et bonjour à mes copanélistes ici présents. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, vos millions de téléspectateurs. Et bonjour surtout à M. Stéphane So, qui est un de nos prisonniers politiques, qui a retrouvé la liberté jeudi de la semaine dernière. Nous l'avons accueilli. Bien qu'il y ait eu une fausse note, puisqu'il devait sortir de prison le lendemain à midi comme tous les autres, mais le régisseur a eu le malin plaisir de le faire sortir de prison à 5 h du matin parce qu'il ne voulait pas que nous venions, n'est-ce pas, le porter en triomphe comme d'habitude. Mais malgré cela, nous l'avons reçu dans la journée et puis on a fait une messe d'action de grâce, on est allé chez lui et puis je suppose qu'il est en train de regarder Canal Presse. Je crois qu'il a retrouvé, n'est-ce pas, la liberté et qu'il vit maintenant, n'est-ce pas, l'ère de liberté. La dictature ne peut pas penser qu'elle peut continuer à opprimer les gens infiniment. Nous avons trouvé ce monsieur plus déterminé qu'avant et prêt à recommencer s'il fallait le faire. L'essentiel, c'est qu'il soit dehors. Ouais. Et vous aurez pu également vous organiser à 5 heures pour aller de ce côté-là. Malheureusement, en tout cas, de toute façon, tout est bien qui finit bien. On vous accueille avec cette autre information. Au Cameroun, il faut désormais payer des impôts pour obtenir un visa. Ça, c'est une loi qui rentre en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Oui, vous savez, quand on est un pays en crise, on cherche les niches d'impôts, les niches de recettes partout. Et je crois qu'ils sont en train de taper partout. Là, ils ont soulevé encore un autre pan de problème. Bon, toujours est-il qu'ils ont vu juste, puisque les Camerounais s'expatrient beaucoup. Et parfois, les gens s'en vont, ils sont redevables, ils ne reviennent pas, ils ont consommé, c'est-à-dire qu'ils devraient payer, ils ne reviennent pas. Ça fait un manque à gagner à l'État. Donc, ils sont en train de chercher, Je crois que c'est très compliqué pour nous parce que les recettes de l'État ne suivent pas. Nous avons une économie, un budget qui est financé par la dette, pratiquement. Nous sommes financés par la dette et en ce moment, nous avons un déficit budgétaire qui est de l'ordre de près de 1500 milliards. Donc, ils sont en train de chercher. Moi, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à cela. Ils vont chercher d'ailleurs un peu plus. Et est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose pour ceux qui payent, pour ceux à qui on demande de payer avant d'avoir leur visa. Parce que on ne peut pas vous obliger, si vous avez, n'est-ce pas, sauf si vous avez un moratoire, si vous êtes en règle, on peut vous donner un certificat de non-redevance. Mais si vous n'êtes pas en règle, bon, on vous dit de vous mettre en règle avant de voyager. C'est une contrainte supplémentaire et j'estime que, bon, pour un État en difficulté, pourquoi pas? Ils cherchent n'importe quel État en difficulté pourrait faire cela. Mais le problème n'est pas le fait de dire aux gens de payer, le problème c'est comment est-ce qu'on y est arrivé. Est-ce que pendant qu'on le fait, on est en train de faire en sorte que ce qui nous pousse à le faire ne continue pas, je ne crois pas. Ça veut dire qu'ils sont en train de se battre comme un berger dans le désert qui a perdu un bœuf, il ne sait pas de quel côté il est parti, et il va dans tous les sens. Peut-être qu'il va dans le sens contraire du bœuf, peut-être qu'il s'éloigne même de la cible. Donc, c'est des gens qui sont égarés, qui n'ont plus ni carte ni boussole et qui peuvent tout faire. Donc, moi, je les comprends. Merci à vous. Le troisième invité sur ce plateau, c'est Hilaire Zipan. Il est le président du MP. Monsieur Hilaire Zipan, bonjour, bienvenue. Bonjour Bobamona, bonjour à tous les panélistes. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes vœux les meilleurs à tous les Camerounais et principalement aux militants du mouvement progressiste qui certainement ont gardé la foi, la détermination dans les différentes épreuves que nous avons traversées depuis très longtemps. Alors, le mouvement progressiste était en mouvement, on va dire comme ça. Hier, du côté de Bomono, oui. On se met déjà en rang de bataille pour les échéances à venir. Mais d'abord, je voudrais rassurer les Camerounais que le MP is back. Parce que je n'ai pas voulu communiquer beaucoup et on n'a pas voulu communiquer sur les dissensions internes qu'il y a à l'intérieur de notre pays. Maintenant que la bataille est terminée, je peux maintenant me permettre de révéler ce qui s'est passé. Après le départ de Jean-Jacques Ekindi, j'étais le seul qui occupait une fonction nationale. Et à ce titre, j'ai assumé l'intérim pour que le parti ne puisse pas disparaître de l'écran de radar. Par la suite, un certain nombre de camarades ont estimé que la fonction ne me donnait pas into facto le droit d'être le président par intérim. Ils nous ont traînés devant les tribunaux. Ce que je n'ai pas communiqué dessus, la bataille a été bien faite à l'intérieur. Nous avons eu gain de cause. Par la suite, lorsqu'on a utilisé
les dispositions légales qui nous permettaient de convoquer cette grande réunion, qui elle donc va nommer celui qui aura la capacité légale de convoquer la convention. Nous l'avons fait du côté de Dibombani. Ils ont attaqué également la réalisation de cette réunion devant le sous-préfet de Dibombani. La bataille a duré 2 semaines. On a été tous les partis écoutés et l'autorité administrative a dit ça y est, c'est bon, c'est M. Hilaire Zipan qui a qualité pour parler en lieu et place du mouvement progressiste. Maintenant, je peux faire cette révélation-là. Et à ces camarades-là, je leur ai dit, bon, c'était une bataille juridique, c'est terminé, bon, ils peuvent regagner maintenant dans la maison. Donc hier, en triomphe, les camarades ont donc porté, à ma modeste personne, la capacité d'hériter cet héritage fort important que nous a légué le polytechnicien, comme j'ai l'habitude de le dire, Jean-Jacques Ekindi, à qui nous avons rendu un vibrant hommage pour tout le travail fait, parce qu'il nous a quand même laissé aujourd'hui un manifeste, un livre dont je pense que Hervé était à la dédicace, qui dessine toute la ligne directive du mouvement progressiste, et donc je pense que maintenant il faut que nous montrons que nous avons été bien formés et que nous avons la capacité d'occuper toute la place. Je voudrais dire aux téléspectateurs qu'on peut maintenant s'exprimer sur tous les sujets. Pendant la période, je peux dire, de bataille juridique, nous étions restreints à nous occuper seulement des dossiers qui étaient tout à fait dans l'actualité, notamment par exemple le code électoral, notamment la participation à des événements. Mais nous ne pouvons même pas nommer des responsables pour aller au niveau de l'ECAM booster en ce que nous appelons donc la brigade électorale. Donc, maintenant, c'est chose faite, c'est terminé depuis hier. Et je pense que vous aurez certainement les images dans l'époque parce que les chaînes de télévision ont couvert cela, y compris Canal 2. Donc, je remercie une fois de plus tous les militants qui sont venus de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, presque partout. Pour certains, ils sont tentés de rentrer parce qu'enfin, nous pouvons être sur le pied de guerre. Vous savez que la bataille va être extrêmement rude en 2024 et on avait peur que nous ne puissions pas avoir toute la légalité nécessaire pour pouvoir conduire cette bataille. Maintenant, c'est chose faite parce que même ceux de la diaspora étaient là. Et une fois de plus, je dis merci à tous les militants. Merci. Enfin, nous allons retrouver la famille progressiste et avancée. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président légitime du MP. Je crois que c'est derrière vous la bataille. Le quatrième invité, c'est bien Hervé Emmanuel Combe. J'espère que lui n'a pas de papa écrit. Parce qu'il lui écrit. Ok, d'accord. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue Hervé. Merci. Bonne année. Bonne année, elle commence pas très très bien, mais bon. Je suis triste depuis hier, vous connaissez. La nouvelle, vous avez perdu un illustre membre dans le RDPC, le professeur émérite Joseph Ouonas en est allé. Oui, au-delà du RDPC, bon, nous ne connaissons pas tous, mais j'avais des liens de famille avec lui. Donc... il faut dire les liens de... Les liens directs, famille. Il faut le dire. Mais l'espérance qu'il laisse un travail monumental. Et comme disent les Grecs, ceux qui écrivent ne meurent pas. Hilaire vient de parler tout à l'heure de l'œuvre de Jean-Jacques Ekindi. Je crois que pendant un siècle encore, au moins, ceux qui vont étudier le droit constitutionnel et le droit public se référeront au monument que laisse le professeur Joseph Ouonas. Et sa succession est bien tracée. Donc, il y a un moment pour pleurer. Après, il faut qu'on l'accompagne dans ce grand voyage. Et je crois qu'il a été un homme d'une très grande... Il a été mal connu, mais enfin, c'est un autre débat, il y aura un temps pour ça. Il était très mal connu, pour ceux qui le connaissaient. C'était un homme de... C'était un très grand monsieur. Un grand monsieur, c'est un homme d'État. Et puis c'est un des auteurs de la Constitution, ça on en parlera, avec des remarques qu'on pourra révéler, comme il n'est plus là, parce que nous vivons des événements qu'il avait vu venir. Et donc on aurait pu faire l'économie avec les juridictions, les bombardiers et tout ça. Mais je ne savais pas que lorsqu'il y avait un problème dans un parti, que c'est le sous-préfet qui réglait ce problème. Je viens de l'apprendre là, ce midi. Je crois que quand ça vous arrange, l'administration est un bon arbitre pour l'ordre public.
Et quand ça là, vous vous arrange... adressez à l'opposition, là, maintenant. Eh bien sûr. J'ai été il y a 2 jours, moi je ne cache pas mes fréquentations, avec le ministre Paul Atangandi. C'est extraordinaire. Il est très peiné, mais bon, il est insensible, il est blindé. Très peiné de la réputation qu'on veut lui faire, alors qu'il me dit, bon, nous nous battons pour que tout le monde soit en sécurité juridique dans ce que nous devons faire ensemble. Et parfois, c'est mal compris, mais je suis heureux qu'il ait remis le curseur à la place. Et j'adresse mes félicitations au sous-préfet Ngomebe, n'est-ce pas Philippe, le sous-préfet de Libomba. Merci. Merci, cher monsieur. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons repartir tout à l'heure pour environ 90 minutes de débat sur les 2 thèmes évoqués. Juste le temps de prendre une courte respiration. On revient derrière pour la première thématique. Voilà, retour sur le plateau pour embrayer avec 2024, l'année en perspective. Après le discours fleuve du président de la République le 31 décembre dernier, on retient que l'année 2024 sera extrêmement difficile pour les Camerounais. On annonce d'ailleurs l'augmentation du carburant, une augmentation qui va connaître beaucoup de problèmes sur d'autres domaines de la vie. Comment est-ce que les Camerounais vont s'en sortir face à ces augmentations, à cette vie qui sera de plus en plus chère, et surtout la pression fiscale pour les Camerounais? Est-ce que le président de la République va continuer avec les mêmes hommes? Ceux qui étaient là, ceux-là pourront-ils implémenter les décisions du chef de l'État alors qu'ils étaient là depuis pratiquement plus de 5 ans déjà? Qu'ont-ils fait? Pourront-ils permettre à ces multiples Camerounais de traverser cette année qui s'annonce très difficile? Autant de questions auxquelles nous essayerons d'apporter quelques éléments de réponse. On commence par Emmanuel Kounié. On ne revient plus sur l'analyse du discours du chef de l'État. On va jeter un regard prospectif sur 2024, sur le plan économique, les annonces, notamment du chef de l'État, la question de l'augmentation du carburant est encore revenu. Le chef de l'État n'est pas allé par 4 chemins pour annoncer aux Camerounais que l'augmentation du carburant est inévitable. Comment est-ce que vous avez accueilli ça? Oui, il a pu devoir ne pas le dire comme vous le dites, puisque il nous a dit plutôt que la subvention qui a été, comment dirais-je, la suppression de une partie de la subvention a permis, a obligé à ce qu'on augmente nécessairement le prix du carburant et que, n'est-ce pas, on va davantage diminuer la subvention. Ça suppose qu'on va fatalement augmenter le prix du carburant. Donc il n'a pas pu devoir le dire, mais il a dit en filigrane. On l'a bien compris. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans une situation difficile. Et puis, il faudrait que ceux qui nous gouvernent soient capables de dire clairement aux Camerounais quelle est la situation. Parce que, vous avez vu, nous avons une économie qui est en difficulté. Nous avons fait venir le Fonds monétaire international parce que nous avons 2 gros déficits. Nous avons un déficit budgétaire énorme et un déficit extérieur énorme. D'ailleurs, lui-même l'a dit dans son discours que le déficit de la balance commerciale est de l'ordre de 1500 milliards, ce qui est énorme. Le déficit budgétaire également est du même ordre. Ça veut dire que quand nous prenons un budget de 6500 milliards, là-dedans, presque le quart du budget est financé par la dette. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas... C'est-à-dire que quand nous finançons par la dette, nous sommes obligés de le faire parce que sinon nous allons, n'est-ce pas, nous retrouver en cessation de paiement. Un pays ne doit pas être en banqueroute. Donc, le Fonds monétaire international s'est installé chez nous et contrôle notre économie. Et quel est le rôle du Fonds monétaire international aujourd'hui? Ce n'est pas pour nous aider à nous développer, c'est pour nous aider à vivre. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le programme qu'ils ont mis en place, eux-mêmes ils ont appelé « Facilité élargie de crédit ». C'est pour que chaque fois que nous sommes en difficulté d'exportation, c'est-à-dire nous voulons exporter et nous n'avons pas de devises, qu'ils nous avancent des devises pour nous permettre, pour que le pays ne s'arrête pas. Chaque fois que nous avons des difficultés budgétaires et que c'est très compliqué, ils nous avancent la trésorerie pour nous. Tout ça, c'est juste pour nous permettre de vivre. Et ils prennent cet argent où? Ce n'est pas l'argent du Fonds monétaire international lui-même. C'est l'argent de certains gros argentiers qui se trouvent dans le monde, qui placent
au Fonds monétaire international pour dire cet argent, tu dois prêter cet argent à très court terme et le recouvrer pour nous reverser. Donc, on vous donne ça pour une courte période, et on vous récupère cet argent très rapidement. Et nous sommes l'un des pays qui honore ses engagements. D'ailleurs, en septembre, M. Paul Moutazi a dit le Cameroun a payé 98 milliards à la Banque mondiale en septembre. Donc, nous avons honoré tous nos engagements et à date. Mais nous ne le faisons pas parce qu'on le fait. Nous le faisons parce que si on ne le fait pas, ils ne vont plus nous donner. Et puis, on va se retrouver en difficulté. La preuve, la dette intérieure, on ne la paye pas. Donc, c'est un pays en difficulté. Donc, quand le président dit on va augmenter le prix du carburant, c'est parce que cela s'impose. Et ils sont en train de chercher les niches de recettes partout. Je vous ai d'ailleurs dit, on a parlé tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'avoir un certificat de non-redevance comme pièce, n'est-ce pas, pour l'obtention de visa. C'est parce que justement, on veut susciter, on va amener les gens à payer leurs dettes. Et on pense que ceux qui voyagent, s'ils payent toutes leurs dettes, ça peut être quelque chose, ça peut apporter quelque chose. Donc, nous avons une économie qui, cette année, selon le discours du chef de l'État, va connaître des difficultés, davantage de difficultés. Et puis, je voudrais vous faire remarquer que le chef de l'État n'a plus parlé de l'impôt substitution, c'est-à-dire que le programme économique qu'ils ont mis en place en 2020, il n'a plus parlé de l'émergence du Cameroun, puisqu'on est plus sur les rails de l'émergence là maintenant. On cherche la stabilisation de notre économie. C'est-à-dire que c'est quand on pourra être stable qu'on pourra chercher comment décoller. Donc, nous cherchons à boucher les trous. On ne parle d'émergence, nous avons quitté les rails de l'émergence. On ne vous dira plus que le Cameroun sera émergent en 2035. Ceux qui le disent, ce sont les gens qui sont au quartier, qui ont écouté ça, qui sont dans le RDPC, qui balancent ça comme slogan à tout va. Qui sont où? Dans les quartiers. Et qui, quand ils font un meeting, ils disent émergence 2035. Ils répètent comme les perroquets, mais ils oublient que l'émergence 2035 n'est plus à l'ordre du jour au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui est dans une situation de survie. Comment faire pour ne pas crever? Comment faire pour ne pas être en banqueroute? Comment faire pour ne pas être en cessation de paiement? Comment faire pour que les importateurs... Parce que vous voyez les importateurs, ils vont vous dire, nous allons à la banque, nous voulons importer nos marchandises, nous avons de l'argent en espèces, les francs CFA, on dépose à la banque et puis on fait notre commande. Nous avons attendre 2 semaines pour que la banque puisse trouver les devises afin de nous permettre de faire notre commande. L'autre fournisseur attend, on a des retards, etc. C'est parce que justement, la balance extérieure est déficitaire. Et même quand vous voulez envoyer l'argent à votre enfant qui se trouve peut-être en Europe ou bien au Canada ou n'importe où, on vous dit, vous ne pouvez pas envoyer plus d'1 million de francs par tel pays. Tout ça parce que justement, nous n'avons pas la possibilité de faire les compensations comme on veut. Donc nous avons une économie que nous ne contrôlons plus. Et le chef de l'État nous a dit que le taux de croissance de cette année attendu était de l'ordre 3,9. Ça, c'est le taux officiel. Mais si vous regardez le vrai taux, parce qu'il y a toujours le taux officiel et le taux vrai, on va être dans les 2, quelque chose. Et je vous informe que quand on a mis sur pied le SNE30, c'est-à-dire le programme économique qui a remplacé le DSCE, parce que le DSCE avait échoué, ils l'ont dit en 2020, ils ont dit qu'ils ont atteint un taux de croissance, ce qui nous gouverne bien entendu, de 4%, et que le DSCE, le programme n'avait pas réussi. Ils nous ont promis qu'on devait aller plus loin. Mais aujourd'hui, ils nous parlent de 3, l'année dernière, ils disaient 3,6. Alors que c'était 2,8, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il a dit 3,9. De toute façon, même si on prend ces taux-là, on ne peut pas penser qu'on va faire quoi que ce soit avec ce type de croissance. Parce que cette croissance, qui n'est d'ailleurs pas inclusive, qui est d'ailleurs faite par les multinationales, qui ramènent tout ça chez eux, cette croissance ne peut pas nous permettre de... Et puis, vous avez... Je veux chuter par là. Vous avez parlé... Non, c'est votre premier tour de parole. Vous avez parlé de ceux qui sont en place. Le premier est arrivé en 2009, Yann Philémon. Il devait conduire le DSCE. Il a fait 10 ans. En 2019, on a dit que ça n'a pas marché. Il a échoué. C'était un magistrat. Ils ont pris un diplomate. Dion Gouté, on l'a mis là. Aujourd'hui, son taux de croissance, après 4 ans, je crois, est de 3,9. Donc, il est moins que celui qui avait échoué la dernière fois. Ça veut dire que nous continuons à descendre. Donc, il n'a pas encore trouvé la personne. Peut-être que je ne sais pas qu'il faut changer. Peut-être que c'est le président qu'il faut changer, je ne sais pas. Après, Emmanuel. Ben, je crois qu'on commence l'année 2024 pour certains avec les vieilles habitudes. D'abord parce que quand vous posez une question aussi pertinente que l'adresse à la nation, qui est un rituel républicain du président de la République, M. Kounia en profite pour parasiter l'événement et dénaturer les propos du président et dire ce qu'il a envie de faire. Bon, il est dans son rôle. Mais laissez-moi ramener un peu les choses dans notre... Le discours du président, ce n'était pas un discours pour faire peur au Cameroun. Un discours volontariste, un discours de vérité pour leur dire ce qu'ils vont affronter
dans l'année 2024. Et je crois que c'est bien dans une gouvernance, surtout au niveau du président. Le président Emmanuel Kounié n'est pas membre du gouvernement, c'est le chef de l'État. Il donne les grandes voies et c'est au gouvernement de décliner maintenant dans les différents départements ministériels la réalisation de cette politique que le président a tracée. Donc le président n'était pas là pour faire peur aux gens, ni pour leur raconter des histoires. Il était là pour leur dire la vérité et il est mobilisé. C'est un discours volontariste. C'est dommage d'ailleurs parce que peut-être comme le week-end n'était pas très loin, nous avons laissé installer des interprétations fantaisistes de ces discours qui font aujourd'hui que M. Bouba Gomna nous demande, mais au fait, qu'est-ce qu'on voulait dire? Et c'est une question très pertinente. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire, Emmanuel Kounié? Ça veut dire que nous avons vu tous, nous avons des hommes d'affaires, 2 ici au moins sur la table, 3 puisque tu en es un d'ailleurs. C'est moi qui ne suis pas homme d'affaires. Moi, je suis homme d'affaires. Oui, tu es homme d'affaires. Je suis un retraité qui est chez nous. On a laissé ton bureau debout quand c'est les autres maisons, mais bon. Nous avons vu une année qui s'est terminée avec les problèmes de carburant. Et le président a pensé que le choix qu'il fallait faire maintenant, c'est libéraliser ce secteur afin qu'on en revienne au prix réel. Et il y a un membre des différents comités techniques sur le carburant autour de cette table. S'il a envie de se dévoiler, il pourra nous donner des indications. Donc, nous étions là face à une épreuve où le président faisait appel à la responsabilité, à la volonté des Camerounais. Il ne faisait pas du tout peur aux Camerounais. Maintenant, il faut faire attention, Emmanuel, quand même, parce que pour le brillant économiste que tu as, parfois tu dérailles. Le budget des États-Unis d'Amérique, première puissance économique du monde, est totalement financé par la dette. Et nous vivons actuellement des événements où les Américains ne peuvent même plus venir en aide à l'Ukraine parce qu'ils ont des dettes qui sont des dettes de 15 jours. Je crois que ça, il ne faut pas prendre les Camerounais pour des gens qui n'ont pas d'informations. Les Camerounais voient très bien comment marche le monde. Je n'encourage pas l'économie de la financer par la dette. Mais je vais dire que le Cameroun a le monopole de cela, c'est prendre trop de liberté avec la vérité. Deuxième chose que nous devons faire remarquer, ce n'est pas le président qui fixe le prix mondial de carburant, des matières premières. Au moment où il parle de cela, il dit que nous avons aussi des avantages, puisque nous avons d'autres mines qui montent plutôt dans le domaine de l'or, et nous avons des projets structurants, comme par exemple Ngaoundal et tout ça qui vont se mettre en marche. Donc, c'est un discours plutôt optimiste et c'est un discours volontariste. Autre chose que Emmanuel vient de dire tout à l'heure que je trouve totalement inexact, il estime que parce qu'on va libéraliser le secteur de carburant, donc tout va devenir cher. C'est faux. Parce que justement, en libéralisant le secteur de carburant, on va tomber sur la vérité des prix. Il est là. Hein. C'est-à-dire qu'il nous était imposé un prix parce qu'il était sous administration par des organismes d'État, CSPAH, Sonara et compagnie. Mais en libéralisant, on va avoir peut-être la bonne surprise d'avoir des prix réels qui sont moins. Maintenant, là où je suis d'accord avec lui, il faut que la gouvernance qui doit accompagner ce volontarisme soit à la hauteur. Et vous avez posé la bonne question. Est-ce que ceux qui n'ont pas pu faire des choses pour prévenir la situation peuvent accompagner cette nouvelle politique? On ne peut pas faire l'économie de cette question. Et je n'ai pas honte de dire que là, tu poses une question pertinente que Bouba aussi avait posée. Nous devons répondre à cette question. Donc, c'est un appel à la mobilisation de tous les Camerounais pour que nous travaillions et que nous sachions que l'année va être assez dure. Et comme c'est une année où nous rentrons dans le pipeline électoral, c'est-à-dire que nous devons faire attention aux démagogues, parce que certains vont en profiter pour dire tout et n'importe quoi. Et j'espère que Emmanuel Kounié n'a pas inauguré cette saison de vendanges avec ses déclarations de ce dimanche. Amatoukour, est-ce que le président, pour une fois, n'a pas été très proche des réalités camerounaises? Il a même touché du doigt le quotidien des Camerounais. Oui, M. Bouba, je vous remercie. Concernant donc, le discours du chef de l'État du 31 décembre
2023. Tout d'abord, je salue la lucidité du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour ce discours, pour lui-même et son gouvernement, nous informe de la situation du pays dont ils nous ont mis. Et dans le même ordre d'idées, nous avons compris en réalité le problème dans lequel nous nous situons aujourd'hui, ce n'est pas le peuple camerounais, mais c'est ceux qui nous dirigent qui nous ont plongés dans cette situation. Et concernant son discours, honnêtement, j'ai suivi le discours du président de la République. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Comparativement à ce discours de l'année dernière, moi, ce que j'ai retenu, c'est justement la crise qu'il a annoncée. Aucun projet. Il est revenu sur presque la même chose l'année dernière. Il a cité le nombre de kilomètres bitumés. C'est la même chose l'année dernière. Et quand il cite la route de Kribi à Komdeu et toutes ces routes-là, l'axe de Ngaoundéré jusqu'à Garoua, de Maroua jusqu'à Kousseri, passant par Dabanga et Mora, c'est des choses qui ont été dites depuis l'année dernière. Et quand on lui fait redire la même chose cette année, c'est le même discours. C'est le même discours. Mais finalement, les Camerounais sont fatigués de ce discours. C'est-à-dire, on a envie de dire ceux qui rédigent le discours du président de la République sont intellectuellement méchants. Parce que vous ne pouvez pas. Nous sommes en train d'aller vers une crise. Donc nous, les citoyens, nous ne sommes pas restés bras croisés. Et qu'en face de nous, ceux qui ont la responsabilité de la gestion de ce pays nous font croire que non, tenons-nous prêts, parce que ce qui s'annonce, ça sera très compliqué pour nous tous. Et on revient sur le taux d'inflation qu'il a parlé, de 6,7, et même sur le taux de croissance. Vous voyez, c'est des aspects qui interpellent les Camerounais. On annonce là l'augmentation du prix du carburant, sans toutefois le dire explicitement. Et par là, je vous assure, sur ce plateau, les Camerounais ne vont pas seulement survivre en 2024. Ce qui va arriver, ça risque d'être catastrophique. Je ne le souhaite pas, mais ce n'est pas moi qui le dis. Et ici, on a fait des comparaisons avec le budget des États-Unis et tout, c'est bien beau. Maintenant, on ne fait plus de comparaisons avec des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, on part aux États-Unis. C'est sauf qu'au niveau des États-Unis, tout est bien fait. C'est-à-dire, quand on veut se comparer à un pays, la première puissance mondiale, ce pays n'a pas les mêmes problèmes que nous le connaissons. Nous avons encore des problèmes basiques. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas des hôpitaux. Il faut le dire. Et quand on revient donc sur la balance commerciale, sur le flux financier, de ce point de vue également, les financiers qui nous écoutent, les opérateurs économiques qui nous écoutent, Emmanuel Kouniela a dit tout à l'heure, il y a une sorte de restriction concernant les envois vers l'étranger, les transferts de fonds vers l'étranger. Nous le connaissons, ça c'est pas nouveau. Nous avons toujours vécu dans cette situation l'année qui vient de s'achever, en 2023, et nous espérons aussi que les situations vont se remettre en bonne et due forme. Mais sur le discours global du chef de l'État, nous avons vu et nous l'avons compris, un chef de l'État qui n'est pas connecté à la réalité. Pourquoi je le dis? Parce que quand on lui fait dire des choses que nous-mêmes nous savons que ce n'est pas vrai, je ne le dis pas moi seul, bon nombre de Camerounais aussi ont constaté, et que nous sommes en train d'aller droit au mur par rapport à toutes ces restrictions financières. Nous n'avons pas de devise, la situation sociale au Cameroun, elle est tendue. Et quand on parle maintenant de l'inflation, et permettez-moi de faire un revirement, parce que j'ai envie de mettre sur la table un élément très important. Nous sommes là dans le cadre du développement économique. Et quand tout a été échoué et qu'on a identifié des personnes qui sont à l'origine, parce que c'est une malgouvernance, quoi qu'on le dise, vous allez augmenter le prix du carburant à la pompe. À côté, vous avez un taux de chômage. À côté, vous avez également des diplômés qui n'ont pas
réussi à avoir un travail et qui se reconvertissent à faire de mototaxi. Et parallèlement ou bien paradoxalement, vous retrouvez les forces de maintien de l'ordre, les autorités administratives et même parfois les élus qui sont à la trousse aux trousses de ces mototaximens. Monsieur Bouba, j'ai envie de vous dire sur ce plateau que ce qui va arriver en 2024 sur ce plan que je viens de vous dire ne sera pas bon à vivre au Cameroun. Et pour les Camerounais, il faut qu'on se tienne vraiment debout et affronter la réalité économique. Nous l'avons dit, et c'est le chef de l'État, selon la loi de finances de 2024, maintenant pour voyager, il faudrait être à jour avec le fisc. Et quand vous voyez les niches, là où ils sont allés chercher ces niches d'impôts, ils ne devraient pas aller de ce côté. Il y en a pas mal de secteurs d'activité où le gouvernement pouvait mieux développer cela. Et ça rentre aussi dans la politique interne du gouvernement et même des partis politiques et également de la société civile. Pas plus tard qu'à l'Assemblée nationale, le PCRN avait formulé des amendements, pour faire passer à l'Assemblée nationale. Et sur ces 16 amendements, on a retenu 2. Et il y en a tellement. Et si c'était ouvert ou élargi à d'autres acteurs de la société, je pense que nous pourrons mieux encore résoudre ne serait-ce que ce problème de crise qui s'annonce déjà très très dévastatrice en 2024. Hervé, vous voulez ajouter juste quelque chose avant que Hilaire Zipan dise un mot sur... lorsque je rentrais en studio ici tout à l'heure, notre excellent producteur de l'émission m'a dit « Tiens, tu vas être face à toi, Lion indomptable, ce dimanche. » Je croyais que j'étais en Arabie Saoudite, mais ils sont là. Je crois qu'il ne faut pas dénaturer les choses qui relèvent de la modernité. Quand je fais la comparaison avec la manière dont les Américains confectionnent le budget, ce n'est pas pour dire que nous sommes à la hauteur des Américains. Ils ont des garanties que nous n'avons pas. Mais c'était pour, n'est-ce pas, réfuter l'argument d'Emmanuel qui consistait à dire que parce qu'on emprunte pour financer un budget, alors ce n'est pas un budget. Deuxième chose, j'étais passé un peu rapidement, vous avez raison, la non-redevance. Il faut mettre les guillemets, parce que par définition, quand un Camerounais sort du Cameroun, ce n'est pas à l'ambassade, ce n'est pas au ministère des Relations extérieures du Cameroun qui va demander un visa. C'est dans une ambassade étrangère. Et est-ce que les ambassades étrangères ont compétence de venir vérifier l'état de nos impôts? La réponse est non. Donc je crois que c'est une mesure qui a été annoncée comme certaine, mais qu'on devra faire très attention. Alors, pour conclure, vous pouvez tourner, même parler à 4, je vais y ajouter Boubangomna, n'est-ce pas? Le président n'a pas annoncé une catastrophe. Il a lancé un appel à la responsabilité des Camerounais et leur a dit que l'année va être difficile parce que c'est une année électorale partout dans le monde, aux États-Unis, partout, et que nous risquons d'avoir à gérer une situation beaucoup plus difficile que 2023. C'est simple. Et maintenant, on va prendre les mesures qui vont pour soutenir l'économie dans ce sens. Alors, sur la question de la subvention, moi je vous pose la question parce que vous êtes du domaine, notamment du transport, Hilaire Zipan. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a épuisé toutes les voies de recours pour arriver à cette décision-là? Est-ce que, par hasard, le consommateur moyen n'est pas celui-là qui trinque le plus par rapport aux gros producteurs? Est-ce qu'on ne devait pas trouver des mesures palliatives pour faire un distinguo entre les gros consommateurs et le consommateur moyen, qui est le Camerounais lambda? Et évidemment, je pense que là, vous posez un problème qui est très fondamental, mais je voudrais, après ce qu'a dit Mekounié, et Hervé dit que je ne veux pas transmettre le débat, mais donner l'orientation pour que les téléspectateurs comprennent, parce que c'est deux bons forts économistes très avérés et spécialisés. Il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait vivre en économie. Il n'y a pas de vent contraire. L'autre peut choisir à droite, l'autre choisir à gauche, mais à condition d'avoir les éléments qui construisent ta stratégie. Les Chinois n'ont pas le même modèle économique
mais ils en font une compétence internationale extrêmement puissante. Et c'est la même chose avec le Singapour, encore moins avec le Japon. On peut faire la comparaison. Donc il n'y a pas de vent contraire. Ensuite, on peut avoir le débat sur le modèle économique. Sur ce point-là, je pense qu'Emmanuel Kounié, tu as tout à fait raison quand tu verses un certain nombre d'éléments dans la construction de ton analyse qui vise à démontrer qu'on n'est pas dans un bon modèle économique. Maintenant, on peut adresser de savoir est-ce que le choix des hommes mis pour animer ce modèle économique est-il bon? Et là, je pense que Hervé a également tout à fait raison. Donc, je pense que le tout pour nous ici, ce n'est pas d'apparaître comme si le chef de l'État dit quelque chose qui est mauvais ou quelque chose qui est... C'est que Bouba Ngomna, le modèle camerounais, il faut le revoir d'abord, un, dans sa stratégie, la manière où on le montre, et deux, par les hommes qui l'animent. Absolument. On a les deux problèmes qu'il faut le faire. Et habituellement, j'ai l'habitude de dire, les fonctionnaires sont une catastrophe, plus ou moins parfois, de notre économie, parce qu'ils se substituent aux experts. Et ils pensent qu'ils ont la capacité de pouvoir faire l'analyse de ce qui revient complètement aux experts. Et c'est ça la difficulté. Donc je reviens donc pratiquement à votre question. Je suis membre des commissions extrêmement stratégiques en ce qui concerne le transport carburant. Donc j'ai le droit de réserve dessus à un certain moment de mes déclarations. Mais pour autant, je vais dire que j'ai posé le problème dans ces instances-là, avant de revenir. Et c'est pour ça que je dis du Bouba Ngomna, quand on m'avait sollicité, au-delà du fait que j'avais l'activité du mouvement progressiste, j'ai préféré venir sur le débat pour soulever le problème. Et c'est un vieux débat que j'ai fait plusieurs fois avec Hervé, si la bonne mémoire, qui est dans un modèle complètement libéral. C'est le modèle, c'est la conception de l'économie de Hervé. Et un modèle aujourd'hui au Cameroun qui est administré. C'est la difficulté qu'il a. Pourquoi Bouba Ngomna? D'abord dans l'achat du carburant. Aujourd'hui au Cameroun, dans l'économie administrée, l'économie, les fonctionnaires vous disent, le ministère, je vais être précis, le ministère vous dit le trader que vous devez utiliser. Ce qui n'est pas normal. Et c'est pas le libéralisme. C'est pas le libéralisme. C'est pas le libéralisme, C'est pas Emmanuel. Il faut laisser les marketeurs aller chercher le trader qui les permet d'avoir le carburant au prix le plus bas. Tout. D'abord, premier truc, vous n'avez pas à aller donner des traders. Vous n'avez pas. Quel est l'intérêt qu'ils ont? On se comprend. Vraiment, on se comprend. On commence pas l'année avec ce genre de questions. On se comprend. Donc je pense que les téléspectateurs ont compris. Les téléspectateurs n'ont pas compris. Ils ont compris. Ils ont très bien compris. Tout le monde n'a pas le même intérêt. D'accord. Bon, donc, ça c'est le premier problème. Ils ont les pots de vin. Les rétro-commissions. Bon, les rétro-commissions, si vous voulez bien. Bien. Le deuxième problème qui se pose, c'est que une fois que vous avez obtenu le carburant à ce prix-là, vous avez des différentes étapes. Et on peut analyser les étapes qui construisent la structure de prix de ce carburant. Absolument. Et je veux me permettre, parce que c'est sur les nets, ce que je veux dire ne doit pas être extraordinaire. Mais quand vous avez la structure du Cameroun, un point qui me semble tout à fait, on dit soutien à la raffinerie. C'est-à-dire, autrement dit, on perçoit par litre de carburant 50 francs pour construire la Sonara qui n'existe pas. C'est pas le débat technique. Tu dis ça n'existe pas. Donc, on peut réduire ça. Et je vous dis, c'est 50 francs. C'est 50 francs par litre. Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est trop. C'est trop même. Ouais. Vous avez une taxe qui s'appelle taxe spéciale. Elle est de 65 francs par litre. Donc, quand vous avez seulement ces deux postes, les 100 francs que le chef de l'État se projette d'ajouter, on peut l'arrêter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, maintenant, c'est cette subvention. Et là, je dis, même si nous arrivons à la subvention, et j'ai fait ce débat-là en haut lieu, et j'ai discuté également, ma prof de record avec Hervé, c'est que les gros consommateurs, figurez-vous, chers téléspectateurs, ceux qui consomment le carburant, ce n'est pas le gars de la moto. Non. Ce n'est pas le gars du taxi. C'est les usines. C'est les usines. Vous ne pouvez pas donc subventionner le carburant que vous donnez à une usine qui fait du bénéfice. C'est aussi aberrant. Et la question que je dis depuis le début, c'est que on doit vendre plein pot à ces usines-là et ensuite atténuer l'effet auprès du consommateur lambda. C'est du socialisme, monsieur Zippo. Oui, mais c'est un modèle. Je vous ai dit que c'est un modèle que je fais. Vous êtes communiste. C'est un modèle. C'est un modèle. C'est pour ça que j'ai dit au départ, c'est un modèle, c'est un choix que je fais. Mais qui a ses limites. Je ne veux pas dire qu'il est tout à fait complet. Mais à l'heure actuelle, au regard de notre pouvoir d'achat qui est extrêmement faible, c'est la seule façon. Sinon, Hervé, on va aller un peu plus loin. Parce que le Cameroun fait une erreur fondamentale. Donc toi et moi, nous sommes d'accord. C'est qu'en 1994, lorsqu'on dévalue le franc CFA,
sur les 14 pays de la zone franc, le Cameroun est le seul pays qui choisit de diminuer plutôt le salaire. Moi, je suis pour l'augmentation des revenus. Alors, donc on a fait un modèle, donc on traîne une casserole depuis 1994, Absolument. dans lequel on a du mal à le faire. Absolument. Et ça rejoint ton cas, Kounié, qui dit que notre économie, en termes de productivité, elle n'avance pas vite. Parce qu'aujourd'hui, injecter l'argent, le pouvoir d'achat, il est faible. Et si tu mets une au Cameroun, qui va racheter? Donc, ça a des effets réduits dans lesquels on peut faire toute une journée de débat. Vous allez vous rendre compte que c'était une mauvaise décision. Mais maintenant, on a fait ces décisions. Et avec Edmond d'accord, moi, quand le budget de l'État était à près de 1200 milliards, nous sommes en 94. Nous sommes à 6 000 milliards aujourd'hui. Mais elle est financée par la dette. Et là, Kouni a raison. Non. On ne peut pas. Non. Elle est financée par la dette. Hervé, pourquoi je suis d'accord avec lui? Parce que c'est le train de vie de l'État qui s'est arrimé à la consommation de la croissance. Par contre, le pouvoir des Camerounais qui participent au pouvoir d'achat des Camerounais, lui ne s'est pas arrimé. Oui, mais s'il te plaît, une seconde. Oui. Tu ne veux pas tirer les conséquences qui vont t'imposer de changer ton discours politique. Non. L'État est le premier acteur économique de ce pays. Tout à fait. Nous sommes d'accord. L'État étant le premier acteur économique. Ça induit quoi exactement? Ça veut dire que c'est lui l'agent économique qui impacte sur la vie de l'ensemble de l'économie. C'est lui qui fait la commande. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il fait travailler la plupart des sociétés, même celles qui vont entrer au GCAM, sont des sous-traitants. Bien sûr. D'accord. Oui. Et il vient de parler tout à l'heure de ce qu'on appelle dans la structure des prix, les intrants dans la composition du prix. Mais je suis heureux que l'homme politique arrive à ça, parce qu'il ne veut pas expliquer cela au peuple. C'est la structure des parce prix. Parce que là, il est en train d'expliquer où est-ce qu'on prend l'argent et pose la question, est-ce que cet argent arrive aux objectifs? Alors, ce que je voulais dire en disant, l'État est le premier acteur économique, le problème c'est qu'il faut qu'il se discipline. Et il ne faut pas qu'il prenne l'argent pour le gaspiller. Mais Hervé, je suis il ne faut pas qu'il prenne l'argent pour jeter dans l'océan. Oui, mais Hervé, là, seulement sur ce point précis pour que les téléspectateurs comprennent très bien. La somme engloutie, aujourd'hui, la somme collectée à la soutien à la Sonara, depuis qu'elle a brûlé en 2019, elle est de 1400 milliards. Alors qu'il faut seulement 400 milliards pour le... Alors, vous n'allez pas quand même me demander qu'aujourd'hui, c'est le choix que je vais faire. Donc, s'il vous plaît, je termine. Tout le monde aura la place. Je termine en disant donc... Cela pose rapidement, je fais une digression, cela pose le problème de savoir, est-ce que ceux qui sont à la source de la problématique aujourd'hui, de cette indélicatesse de gestion, sont ceux-là à qui on doit convier le redressement? Et je réponds non. Ok, d'accord. Et alors, M. Bouba, juste par rapport à ce que vient de dire M. Hilaire Zipan, il faut être constant. C'est-à-dire, quand vous voyez aujourd'hui la façon dont les produits pétroliers sont gérés au Cameroun, je prends un simple exemple. Peut-être ça ne peut pas nous arranger, nous tous sur ce plateau. L'Arabie Saoudite, elle est un des plus grands pays de producteurs de pétrole. OK? Mais c'est une seule structure qui gère. Au Cameroun, je vous épargne des détails. Ce qu'a dit M. Hilaire Zipan, il a parfaitement raison. Vous avez la SCPH, on vous dit que c'est pour stabiliser le prix. Vous avez la SNH qui vous dit ceci. Vous avez l'IDRAC pour le fisc. Vous avez des superpositions de ces sociétés, mais finalement, quand vous avez des taxes qui se rajoutent par rapport à ça, mais nous voulons donc quelle économie? Moi, je pense à ce niveau, il y a un problème. Et parce que, comme il a dit, l'affaire du pétrole, c'est-à-dire l'or noir, on ne doit même pas en parler avec beaucoup de bruit, parce qu'on sait ce qui se passe dans cette affaire. Au Cameroun, je peux vous rassurer, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut retrouver ce genre de situation. Vous avez des fonctionnaires assis à tous les niveaux décisionnels et là où il faut ordonner des dépenses sans pouvoir venir justifier. C'est-à-dire, on vous dit que c'est l'État, c'est sur telle autre instruction. C'est un peu compliqué. Et ça, ce qu'il dit, ce n'est pas qu'il a fabriqué, c'est des choses réelles qui existent. Nous, et plus grave que ça, tout coup, c'est que nous sommes producteurs de pétrole. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Faisons juste une simple comparaison. Je pense que tout à l'heure, quand on va proposer des solutions, vous verrez que nous, on a quand même des pistes sur lesquelles qui nous permettront d'avancer. Pourquoi le MP? Bon. Mais le MP était toujours aux avant-gardes des idées. Hein. Je voudrais, si c'est à moi que vous avez la parole, oui. Vous avez dire à Hervé que quand il y a une crise économique, on ne résout pas la crise de la même manière. Aux États-Unis, ou bien dans les pays développés, on met sur pied une politique de relance. Oui. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent. Oui. Dans les pays déstructurés comme les nôtres, ou sans structure, on met sur pied une politique d'austérité. Oui. C'est-à-dire
on diminue tout. Mais l'austérité ne règle pas l'austérité. Quand on met sur l'ostérité, ça ne peut résoudre aucun problème de toute façon. Ça vous met tout simplement. Tout à fait d'accord avec toi. C'est pour freiner la descente vers l'enfer. Et comme les fonctionnaires sont assis partout, même dans l'austérité, ils refusent de réduire le train de vie. Ouais. Et ils préfèrent, et puis on a préféré faire venir le Fonds monétaire international. Nous n'avons eu de 2006 à 2000, ils sont arrivés qu'en 2016, nous n'avons eu que 10 ans pour gérer notre économie et on s'est cassé la figure. C'est-à-dire en 2006, on a dit, vous avez atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, on vous laisse faire. En 10 ans, ils n'ont pas pu. C'est-à-dire que M. Yann Philemon et ses amis, en 2020, ils ont levé les bras, ils ont dit ça nous a dépassé. Et on a amené M. Dion Gouté, qui a continué dans la même... on a construit les stades. Qui a continué la chute. Non, on développe un pays avec les stades. On a augmenté les dépenses. Et je vais vous dire que la différence entre nos pays et ces pays-là, c'est que les dettes qu'ils prennent, c'est pour financer, n'est-ce pas? C'est la dette vertueuse. Ouais, c'est pour financer les activités. C'est-à-dire que la dette doit financer les outils de production, financer les matières premières, etc. La dette, c'est pour que le secteur privé puisse travailler. Ouais. Mais chez nous, la dette, c'est pour fonctionner. Quand tu prends la dette pour fonctionner, bien évidemment, tu fais du surplace. Ça ne permet pas, on ne relance pas une économie dans le fonctionnement. Donc, notre politique économique, la voie que nous suivons, d'ailleurs, j'ai été surpris en 2020, en janvier 2020, d'entendre le ministre à la mine de l'économie dire SND30, la problématique est la suivante. Comment faire pour que le secteur privé devienne le moteur de la transformation structurelle de notre économie? Ils ont posé le problème. On a payé le GICAM. Mais quand ils se mettent en œuvre, oui, mais la nuit c'est que le lendemain, ils sont mis en conflit avec le GICAM. Non, les relations. Enfin, avec les opérateurs économiques, ils ont confisqué les, comment vous appelez encore ça, les crédits de TVA, ils ne remboursent pas, ils ont foutu... Ils ont fait la taxe sur le chiffre d'affaires. Créer des problèmes partout. Mais comment est-ce que vous voulez vous entendre avec les gens pour travailler quand vous êtes derrière et en train de leur prendre tout, de leur arracher tout ce qu'ils ont? Donc, moi, je crois qu'on doit discipliner notre économie. Et on ne va pas discipliner notre économie, monsieur Lia doit comprendre que ce n'est pas les diplomates et les magistrats et les administrateurs qui vont gérer l'économie du Cameroun. Qu'ils comprennent ça une fois pour toutes, puisque l'économie ne fait que descendre. S'ils continuent avec eux, j'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est lui-même qu'il faut remplacer. Pour que quelqu'un qui peut comprendre... Emmanuel. Oui, mais attendez, puisqu'il passe... le temps de la campagne électorale nous sommes en année électorale. Vous êtes ensemble maintenant. Je dis bien, nous sommes en année électorale. Quand tu as ton papa Kona, lui aussi a son papa. Tu prends Yann Philemon. Yann Philemon, lui, il ne sait pas de quoi il s'agit. Tu finis avec Yann Philemon, tu prends John Gouté. Il ne sait pas de ce qu'il s'agit. J'ai suivi d'ailleurs un militant du LBPC dire que non, vraiment, John Gouté, le Premier ministre actuel, il est très pondéré. On croit que si on peut chercher un chef d'État, le président de la République peut regarder de son côté. Alors non. Donc nous avons un pays de Ponce Pilatisme infiniment. C'est un militant de LDPC. Oui, il dit ça sur un plateau de télévision. Je vous dis, monsieur, cher monsieur, comprenez que non, ce serait trop. Comprenez que on ne peut pas. L'économie du Cameroun ne peut pas fonctionner avec tout ce que le président a dit. On est d'accord. J'ai écouté. Vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport aux OTS? Oui. Oui, on a prévu une enveloppe pour eux. Oui. Et s'ils continuent, alors on va prendre des mesures sévères vis-à-vis. Non, tu as mal suivi le président. Le président avait dénoncé auparavant, n'est-ce pas, la gestion des OTS. Il estime qu'on a répondu à certaines demandes des OTS et il fallait rendre la réponse effective. Le problème avec les OTS, et nous avons eu ce débat, Boba nous a donné l'occasion plusieurs fois. D'ailleurs, il y a un qui se trouve au Canada qui m'envoie des messages. Il était à l'émission avec nous, fils de gendarme comme vous, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre eux sont là pour le défoulement. Nous avons un problème du statut des organisations syndicalistes, qu'elles soient patronales ou privées. Comment pouvait-on discuter, tu es chef d'entreprise, avec quelqu'un qui légalement n'existe pas? Les autres existent dans quelle préfecture? Quelqu'un a travaillé, payé lui son salaire. C'est tout. Ça veut dire que tout ce que vous dites là... Il n'y a pas de débat là-dessus. Je voudrais, cher monsieur, qu'on avance un tout petit peu pour rendre tout cela quand même... Oui, c'est la question du carburant. Vraiment, 30 secondes. C'est la question parce que je veux qu'on avance. Il n'y a pas que le carburant. Il y a d'autres domaines. Le carburant va impacter tout. Je voudrais à ce titre-là, dire que, bon, certainement... Les gens m'ont dit que, je n'ai pas dit que, je précise bien ma pensée, qu'on n'a pas dit qu'on élimine complètement la subvention pour les industries qui sont complètement stratégiques. Les industries parasites qui ne nous servent complètement à rien, comme ceux qui coupent le bois, les forestiers, plein pot, comme ceux qui creusent l'or, plein pot, et je peux vous dire, de chiffres bien établis, c'est eux les plus gros consommateurs de carburant. Absolument. Ce n'est pas les industries. Et il y a donc d'autres industries
qui bénéficient du fait que dans la loi des investissements, ils ont un certain nombre d'avantages. On ne peut non pas continuer encore à les donner des avantages sur le carburant. Ceux, par exemple, qui font la cimenterie, là encore, il y a un autre problème. Ensuite, enfin, il y a la discipline qu'on doit mettre dans les secteurs de transport du secteur du produit pétrolier. On ne peut pas en même temps être importateur, être transporteur, être distributeur et être livreur. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. C'est cet ensemble-là, ce cocktail-là, qu'une fois qu'on a mis de l'ordre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des niches de réduction de prix qui permettront, à ce que le chef de l'État dit, que les 640 milliards, qu'on puisse retomber autour de 300 milliards. Dès lors, on va voir si on peut pouvoir tenir dans ce sens-là pour éviter que les 20% qu'on va injecter dans l'économie, et là, Hervé l'a peut-être dit dans le modèle économique camerounais, c'est qu'on a un modèle administré, certes, Hervé, mais il est complètement rural. Si vous injectez, vous augmentez le prix de carburant de 100 francs, et Kougné est d'accord avec moi, dans l'arrière-pays, c'est la catastrophe qui commence. C'est la catastrophe qui commence. Or, on ne peut pas avoir une économie comme celle-là et vouloir relancer impôt substitution en augmentant tout ce qui produit à la production locale. Ça va, on va continuer à tout. On ne serait pas compétitif de toute façon. Les produits ne seront pas compétitifs. Alors d'abord, Abatoukour, et puis ma question à Hervé Emmanuel. Il faut qu'on soit sérieux. C'est-à-dire, ceux qui nous gouvernent doivent savoir que ce pays ne leur appartient pas à eux seuls. Non, je ne provoque pas. Non, monsieur Hervé, je ne provoque personne. Ok, je dis ma pensée. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Parce que nous, tous, ce qui nous unit ici, c'est le Cameroun. Et quand on annonce des inflations à ce niveau, ça interroge et ça ne nous laisse pas tranquilles. Vous vous rappelez, rien que sur l'incendie qu'il y a eu à la Sonara, bien avant l'incendie, il y avait eu une enveloppe de plus de 500 milliards pour le projet de la Sonara. Avec donc l'incendie. Cet incendie a causé d'énormes dégâts sur le plan financier et sur la balance commerciale du Cameroun. À cela, nous étions en 2019. À cela, vous venez donc ajouter la guerre qui est en Europe de l'Est, où tout est devenu incontrôlable. Pourquoi je le dis? Parce que nous savons d'où nous prenons tous ces marqueurs que M. Zipan vient de dire. Et maintenant, avec une raffinerie qui est en panne, qui ne fonctionne pas, et pourtant, il nous avait rassuré entre 2017 et entre 2013 à 2017, nous devons raffiner notre propre pétrole. C'est quand même absurde de voir, nous sommes déjà en 2024. Rien que sur ce plan-là, ça nous cause énormément de préjudices énormes, de préjudices financiers énormes. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans une gestion opaque des affaires financières que nous nous retrouvons dans ce problème. Aujourd'hui, la flambée des prix du carburant et tout, comme dit l'ERZIFAN, nous devrons être focalisés sur ce contour. Pourquoi est-ce qu'on en est, comment en est-on arrivé à cela? Et donner de bonnes pistes de solutions pour sortir définitivement de cette affaire. Sinon, l'économie du Cameroun ne va pas se redresser. Alors, Hervé, je voulais qu'on avance un tout petit peu par rapport à cette thématique, sur cette question de ceux qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'on doit faire avec ces mêmes personnes? Est-ce que ces personnes sont disqualifiées d'office pour pouvoir continuer cette affaire? Peut-être à ce niveau-là, exactement, on peut dire que la réponse ne nous revient pas directement, pour reprendre ou paraphraser celui qui a dit le temps du président, c'est le temps du président. Le président peut décider de continuer avec son équipe jusqu'au moment M. Tout dépendra de son timing. Mais la question qui est incontournable, c'est même si le président décide de continuer avec la même équipe qui nous a plongé où on se trouve aujourd'hui, il y a le patronat camerounais qui est incontournable dans la faisabilité. Écoutez, l'irruption d'une nouvelle structure du patronat est une très bonne nouvelle pour l'économie du Cameroun. Oui, mais encore qu'il faut que les Camerounais laissent que cette... Parce que c'est ça le problème aussi, Hervé. Il faut qu'on la laisse aussi qu'elle se mette en route. Peut-être elle va prendre une bonne gorgée d'eau, le temps. Ok. Je veux dire, tous ceux qui font de la résistance vont laisser passer. Oui, mais ça nous perd du temps. Mais là, entre-temps, quand même. Ça nous perd du temps, Hervé. Ça nous perd du temps. Qu'on laisse la nouvelle équipe travailler
Ensuite, il y a tellement de dossiers en souffrance Bien sûr. qu'on peut élaborer. On va aborder Alors, tout à l'heure, par exemple, les financements la dans question, le minier, où on a la besoin question que je pose à fortement de Hervé, que peut-on et que doit-on attendre la nouvelle Ce équipe qu'on doit qui doit se attendre, mettre en place? d'abord, ce qu'on doit attendre, c'est que nous sommes à peu près tous d'accord, y compris Emmanuel Kouni, qui n'aimait pas beaucoup les patrons, c'est que la dimension que prend le GECAM impose de la considération dans les négociations qu'on va mener avec les pouvoirs publics. Tout à fait. Et tout cela doit se faire dans l'ordre. Donc, il ne faut La pas créer des discipline. autres parasites. Il ne faut pas créer des gens qui viennent parasiter Tout à fait. Bon. l'événement. Merci. Mais je suis obligé de reculer parce que vous posez là une question centrale. Mes camarades, même du parti, ceux qui savent, refusent souvent de répondre à cette question qui est essentielle. Nous avons commis des erreurs de choix industriels dans la mise en place de la Sonara. Et ça, c'était avant que le président Bian devienne président. Nous avons mis une technologie qui, en fait, ne nous fournissait pas le carburant à la consommation des ménages, la consommation immédiate, c'est-à-dire le Brent. Parce que nous avions découvert d'abord le collet. Maintenant, on a les deux carburants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une catastrophe. Nous devions exporter un pétrole que nous avons et importer celui que d'autres raffinent jusqu'en Côte d'Ivoire. Savez-vous que j'étais encore à la banque et le Cameroun était un des plus grands clients de la CIR, Société ivoirienne de raffinage. Tout à fait. Et à l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas une goutte de pétrole et elle avait un secteur pétrolier qui marchait mieux que le Cameroun qui avait un secteur pétrolier. Il faut casser cela. Quand on dit qu'il faut casser cela, quoi? D'abord parce que la technologie a évolué. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la technologie duale qui peut raffiner les deux types essentiels de pétrole, le pétrole lourd et le pétrole léger. Donc, il nous faut une seconde raffinerie. Amatouko vient de dire quelque chose tout à l'heure. Bon, ça relève un peu de la sécurité nationale, mais puisqu'il a mis sur la table, et c'est une vérité, on a autorisé la Sonara à recourir à une syndication bancaire qui lui a fourni les familles 500 milliards. Et cette syndication, si j'ai bonne mémoire, était dirigée par la BGFI ou à Filan Bank. BGFI. Bon, il faut qu'on nous dise où est parti cet argent. À la date d'aujourd'hui. Parce que dans la balance où on doit rembourser les dettes de la Sonara qui a été cramée, parce que vous êtes gentil en disant qu'elle est en panne, il vaut mieux détruire une maison qui s'écroule et en construire une très bonne que de commencer à mettre des faux parfums pour ne pas tomber dans des situations de maisons qui s'écroulent. Dans tous les cas, les experts ont dit qu'il faut la vous venez de toucher du doigt le problème. Alors, pour revenir, que va faire le GECAM? Comme le GECAM est composite et qu'il y a beaucoup d'activités diverses, j'espère, et c'est pour cela que je souhaite d'ailleurs l'élection de Tawamba et Pota et Arma pour mettre en place, j'espère qu'ils vont eux-mêmes prendre la responsabilité citoyenne de se dire nous allons essayer de faire cesser les subventions aux plus gros, parce qu'il vient de le dire. Quand vous donnez, par exemple, je ne vais pas citer une entreprise pour que le sénateur ne se trouve pas avec des procès, vous prenez une entreprise dans la transformation métallurgique et vous lui donnez du carburant subventionné. C'est pas normal. D'abord, c'est de la concurrence déloyale. Et puis, ça n'agit pas sur les prix. Vous prenez Eneo qui ne baisse pas les prix. Vous prenez les brasseries qui sont parmi les plus grands consommateurs de carburant. Et tout ça. Donc, on vient de toucher là les vrais problèmes auxquels, j'espère, le GECAM et tous les acteurs économiques vont s'affronter. C'est pour ça que je pense qu'au lieu de venir dans le discours pour dire que ça va être panique générale en 2024, au contraire, c'est l'occasion d'avoir des émissions comme celle-ci pour que les affaires économiques cessent d'être du chinois et que tout le monde comprenne de quoi on parle. Alors, sur le plan politique, on va avancer. On ne reste pas que sur le carburant. On laisse l'économie. On sait qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'économie, mais sur le plan politique, est-ce qu'on peut s'attendre à des élections anticipées Mais je ne dirais pas, mais les chiffres commandent l'économie. Les chiffres commandent la politique. Quand vous avez les chiffres, cela commande l'attitude politique. Je pense que tout ça, c'est un tableau. Il faut être sérieux. À part les élections législatives municipales, notre constitution n'autorise pas
des élections présidentielles anticipées. Mais il n'y a pas que les présidentielles. Voilà, j'espère que il fallait le laisser. Il fallait laisser. Vous n'allez pas donner de réponse à Hilaire. Je connais c'est un vicieux. Ok, d'accord. C'est pas grave. Je pense que comme il me prenne l'intention, il en est loin. Je voulais d'abord assurer la campagne d'Hervé que je suis pour celui qui milite depuis le début pour un candidat consensuel pour toute la mutualisation de l'opposition. Ça a été toujours mon leitmotiv depuis à peu près 7 ans. Si cette personne peut être illésipante, je m'en réjouirais. Mais pour autant, je ne suis pas déclaré ma candidature. Je n'ai pas déclaré ma candidature. Donc, je voudrais rassurer les gens que je n'ai pas déclaré la candidature, même si maintenant j'ai l'option de le faire. Sur le plan politique. Sur le plan politique, je pense qu'il est tout à fait très important que nous puissions voir dans quelle perspective et la manière où les choses vont se présenter. À mon sens, et s'il faudra qu'on donne des orientations dans notre économique, il faudra relancer. Il y a des secteurs dans lesquels, à l'heure actuelle, des leviers sur lesquels le président de la République a des moyens pour le faire. Absolument. Des dossiers extrêmement lourds sont arrivés à maturation. Et je le dis pour le féliciter. Et là, Kounié serait d'accord avec moi, il est le secteur minier, qui peut être tout à fait le secteur par lequel, en un temps record, on peut booster l'économie en ramenant suffisamment de devises. Et en cela, le président, il est allé dans ce loin, un peu plus loin. Il a autorisé, c'est vrai, il y a des Chinois, mais il y a des Camerounais à l'intérieur. Un Camerounais, il ne faut pas le citer, c'est Mbonye, monsieur Mbonye. Qui marche très bien. Qui a pu quand même avoir une licence allant dans ce sens-là. Je pense qu'il faut qu'on facilite, qu'on mette tous les leviers nécessaires pour que ces genres d'industrie puissent prendre corps. Parce que derrière, je vous prends le cas, pour ne faire qu'un schéma, la localité de Balam, où pratiquement tout va se faire, c'est une localité qui a pratiquement pas 300 maisons. Oui, il y aura plus de 20 000 habitants. Voilà, tout d'un coup. C'est comme Cotem. Voilà, à partir de là, on peut non seulement en termes accueil, dessiner toute une ville, avec tout ce que cela comporte, les maisons, les hôpitaux. Aménagement du territoire. Énormément. Donc, un vivier d'emploi. Ensuite, ceux qui vont investir là, ils vont payer le personnel. Ce personnel va injecter de l'argent dans l'économie. Ce pouvoir d'achat va permettre à l'État de collecter et l'État de collecter de faire repartir l'économie. Et comme c'est pratiquement, on n'a pas une économie extrêmement forte, avec un taux de croissance extrêmement, le taux de croissance très fort, si on a 400 à 500 milliards injectés dans notre économie, bien contrôlés, je pense qu'on peut avoir 1 à 2 points de croissance globale dans l'économie supplémentaire. Absolument. Et en même temps, il faut donc voir dans quelle mesure comment réduire ou complètement élaguer le problème du nozo. Parce qu'on ne peut pas avoir des rentrées financières de l'État d'un côté et continuer à sortir cet argent pour alimenter... Pour surveiller les bandits, les amis de... Exact. Donc il faut là également, au plan politique, entreprendre un dialogue franc avec ceux qui sont en capacité de revenir en République. Je ne dis pas les terroristes, je dis bien ceux qui sont en capacité de revenir en République. Et pour mon sens, et dans cette option-là, je pense que le mouvement progressiste avait mis à son époque sur la table le fédéralisme comme une solution atténuante. Est-ce qu'elle est d'actualité aujourd'hui? On avisera. Et enfin, pour terminer, il faut entreprendre des grandes mesures pour le septentrion en ce qui concerne les structures qui nous permettront de le désenclaver. Quand vous faites entre Douala, entre Ngaoundéré et Maroua, 7 heures, 10 heures du temps pour arriver... Si vous ne tombez pas dans les ravins. Bon, donc, je pense que d'un côté, on peut prendre l'argent qui viendront de minier, et là, le capitaine d'industrie, habituellement, comme Bokom peut être interpellé, les Chinois, et le GCAM. Le GCAM doit être au cœur. Parce que les négociations telles qu'elles sont faites. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Permettez que laissez qu'il finisse. Les négociations telles qu'elles sont faites. Moi, j'ai la parole. S'il te plaît. Il va finir. Il finit juste. Telles qu'elles sont projetées avec un certain nombre de gouvernements. On a vu le ministre des Transports, on a vu le ministre des Mines. On voit que derrière ça, on peut acheter des navires, on peut relancer un peu l'économie maritime. Je pense que tout ça, l'un dans l'autre, il y a des ministres à féliciter et il y a des ministres complètement à débattre. Mais c'est pas vous qui faites le gouvernement. C'est pas nous qui ferons le gouvernement, mais on sait quand même les ministres les plus méritants aujourd'hui. Une petite précision après. Emmanuel, nous avons une très bonne nouvelle. Parce que quand le président parle, il a une vision globale de l'économie. Et là, Hilaire vient de toucher un projet qui va être hyper structurant. C'est-à-dire que nous rentrons dans la dernière phase de la mise en place du chemin de fer de Balam et qui doit déboucher sur le port de Kribi qui lui-même va être modifié dans ses capacités. Tout à fait. Parce que mon oreille traîne et le ministre de Transport rentre d'un voyage en Chine où il a signé les derniers accords. Nous allons recevoir des bateaux convertibles
qui viennent avec des conteneurs et repartent avec du minerai. C'est une révolution incroyable. Extraordinaire. Et il leur a dit justement tout à l'heure. Et dans ça, qu'est-ce que gagne donc J'allais en venir. J'allais en venir. Allons-y. Monsieur Toukou, peut-être au PCRN, on ne le sait pas, mais toute nouvelle activité économique qui génère des revenus booste la croissance. Je parle sur son côté. Bon, alors moi je crois est-ce que nous sommes prêts à accueillir, à faire face à tout cela? Quand je dis nous, je parle de l'État du Cameroun. Oui, les est-ce que hommes compétents. tout est propice et toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions maximiser, tirer un grand profit de toutes ces opportunités? La situation que nous attendons là ne peut être gérée que par des hommes d'action. Des hommes qui comprennent le sujet. Il n'est pas question de mettre des gens en place et dire que non, ils ne comprennent pas, mais il y a les conseillers qui vont les venir. militants du MRC. Quand vous fonctionnez comme ça, vous ne bougez pas. Il faut des gens compétents. Vous n'allez vous en sortir. Il faut des hommes d'action. Regardez la structure aujourd'hui. J'ai pris environ 4 ou 5 ministres. Je suis obligé de les Ne cite pas les noms. Le Premier ministre est un diplomate. Je ne cite pas de nom. Le ministre des Finances est un juriste. Un juriste avéré, c'est mon camarade de classe. Donc c'est un juriste, une licence en droit. C'est un très bon financier. Il a une licence en droit. Il ne peut pas être un bon financier. Allez-y, ne vous attardez pas sur lui. Le ministre de l'économie est un ingénieur électronicien. Je ne sais pas, est un ingénieur électronicien. Le ministre, le secrétaire général président de la République est un diplomate. Et le ministre des Transports, des Travaux publics, de travaux publics. Je n'ose même pas dire ce qu'il est, parce que si je dis ce qu'il est, ça peut incendier votre place. Bon, c'est pour vous dire que ces gens-ci, on ne peut pas, on ne va pas redresser l'économie avec ces gens. Oui, S'il vous plaît, laissez monsieur attendez, c'est votre homonyme, laissez-le dérouler. Il faudrait d'abord commencer par une loi d'orientation du contenu local. C'est-à-dire qu'on vote une loi qui dit ce que, comme mon camarade du PCN, notre ami du PCN, vous êtes camarade, mais notre ami du PCN, Monsieur Gandhi. Oui, monsieur Gandhi vient de dire, qui dit exactement ce que les Camerounais vont tirer de cela. Tout à fait. Et puis, dans cette loi de contenu local, on ne va pas aller secteur par secteur. C'est un minier, c'est un pétrolier. Qu'est-ce qu'on doit donner aux nationaux? Imposer. Comme imposer aux nationaux. Ouais. Même les projets structurants. Exact. Est-ce que ce qu'on nous avait dit, est-ce qu'on peut dire que même s'il y a des financements, les 30% de ce financement doivent être distribués au PME local? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que dans le budget de l'État, le budget d'investissement, les PME doivent avoir une part stricte? C'est-à-dire qu'on a déterminé une partie et que l'État puisse, n'est-ce pas, ouvrir ses carnets de commandes aux PME et PMI, et que l'État paye ses dettes. Là, vous allez réchauffer l'économie, tout va repartir. Mais avec cette administration, avec ces gens-ci que je viens de citer, vous n'allez pas vous en sortir. Ils ne le feront jamais. Ils n'ont pas appris à le faire, ils n'ont pas pris l'habitude de le faire, ils ne savent pas le faire, ils ne le feront pas. Le chef de l'État peut dire tout ce qu'il veut. J'ai entendu d'ailleurs le chef de l'État qui a dit qu'il va, dans son discours de fin d'année, parler du train de vie de l'État, qui va essayer de réduire le train de vie. J'étais sur un plateau, j'ai dit qu'il ne fera pas, il ne peut pas. Il n'est pas en capacité de le faire, parce que la résistance est très forte. Et lui-même, son âge, sa capacité de sa mobilité, tout ça, il ne peut plus avoir la possibilité. Il ne peut pas avoir la possibilité de contrôler personnellement ces gens-là. Il doit faire. Monsieur Kounié, Emmanuel, les deux derniers parmi les meilleurs ministres des Finances de la France, et je sais de quoi je parle, René Monory, garagiste, l'autre qui s'est suicidé. Ça dépend de l'éducation de la société dans laquelle nous sommes dans une société corrompue, donc tu ne peux pas. Tout le monde est corrompu ici. Laisse-nous la France. Je sais ce que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là-bas, justement, la structure, c'est-à-dire que les institutions sont fortes. Les institutions sont fortes, les administrations sont bien organisées. Et on n'administre pas l'économie. Chez nous, c'est l'autonomie administrée. Les gens sortent de l'ENAM, ils deviennent les ministres des Finances, les ministres de l'économie, les ministres du plan, J'espère que vous n'avez rien contre votre camarade de classe. Non, il se bat. Ministre des Finances. Il se bat quand il peut, sauf que sur 15 projets structurants, il est président du comité de pilotage de 6. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Humainement, ce n'est pas humainement possible. Donc, qui me donne au moins un, je peux piloter. Bon, en fait, il y a cette question. S'il te plaît, avant qu'il n'intervienne. Je pense que sur la manière où l'État est omniprésent et qu'il est agent économique, il a donc la difficulté à pouvoir... Non, agent économique, où l'État est agent économique, il a du mal, comme disait un peu Kounié, à pouvoir faciliter naturellement la garantie pour les PME en ce qui concerne les banques de commande ou les parts de marché. Il va sans dire que la structure camerounaise a des difficultés. Et avec peut être d'accord là-dessus.
Un ministre a besoin d'un cabinet tout autour de lui. Oui, bien sûr. C'est à ce sens-là qu'on peut, donc, on peut être un dentiste. Même officier. Et non, être dentiste et gérer Gérer complètement. très bien. Mais à partir du moment où vous n'avez que des fonctionnaires auprès de vous, Et les c'est ça le problème. OTS sont C'est tout à remplis fait dans les d'accord. cabinets des ministres. Bah Parce voilà, que il donc fuit c'était la partout. différence. C'était la Il différence. fuit partout. Alors, Amatouko, à cette question, on reste Maître toujours Roger, dans d'accord. l'économie qui doit nous permettre de nous relancer. Mais il y a la question de l'énergie avec ces barrages qui sont des éléphants blancs qui ont montré leurs limites en 2024. Les délestages seront encore plus sévères. Ah, on y est déjà. Oui, M. Bouba, ça tombe bien. Et là, vous venez de Vraiment, chuter vous touchez à un un point. point où les Camerounais nous attendent là-dessus, ce qui est sûr à travers leur petit écran. C'est que nous ne pouvons pas parler de l'économie du Cameroun sans toutefois aussi parler de tous ces aspects que nous évoquons, tels que l'énergie et autres. Aujourd'hui, je reste juste sur un seul point, c'est-à-dire sur l'affaire de l'or, du projet minier de l'autre côté de Kribi. C'est bien beau, les gens applaudissent. C'est bien beau, ces ministres voyagent pour aller signer des conventions et autres. Mais est-ce que vous vous rappelez, il y a de cela 3 mois, peut-être 4 mois, mais c'était en 2023, quand le président, l'honorable Cabral Libi, avait fait une sortie démonstrative sur la braderie C'était un peu fort coloré. de Kribi, de l'autre côté de Kribi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas suivi? On a tiré sur lui, il ne connaît rien, non c'est ceci, il n'a pas des éléments. Mais sur ce projet, honnêtement, moi j'ai posé la question tout à l'heure, juste de passage. Qu'est-ce que le Camerounais lambda, lui, il gagne dans tous ces projets? On vous dira que non, il y aura tel quota. Mais est-ce qu'on a vu vraiment le contrat que l'État du Cameroun a signé avec des partenaires chinois? Ça, c'est de un. De deux, on revient avec des ministres ou bien des responsables qui sont en charge de gestion des fortunes publiques. Nous ne pouvons pas, si vous constatez bien, je vais faire trop de parallélisme dans ça, si vous constatez bien, depuis un certain temps au Cameroun, on ne parle plus d'émergence. Pas du tout. Je me rappelle encore, il y avait un slogan, Cameroun de grandes Ça, c'est réalisations, le vice. Cameroun de grandes ambitions. C'était d'abord santé pour tous en l'an 2000. J'arrive, Monsieur le Président. Donc, nous partons, c'est-à-dire des annonces très fortes. Mais après, donc, on ne voit pas la réalisation sur le terrain. Du coup, les Camerounais sont perdus. Et quand vous voulez hausser le ton, on vous dit non, le chef de l'État vous a promis ceci, le chef de l'État vous a promis cela, et c'est fait. Mais quand vous revenez donc, voici une crise qui s'annonce. En même temps, on vous dit non, on a un projet gigantesque qui va faire ceci. C'est des annonces en grande pompe. Mais dans cette affaire-là, qu'est-ce que nous allons tirer en profit? Monsieur Hilaire Zipan a dit tout à l'heure, on va révolutionner le domaine logistique, que ce soit dans le secteur maritime et autres. Mais il faut se poser des bonnes questions avec ces gens qu'on nous voit tous les jours à la télé. Honnêtement, on a envie de dire que nous sommes fatigués. C'est pour ça que je parle d'une loi d'orientation du contenu Justement, local. je reviens encore plus loin en arrière. De 82 à nos jours, ça fait plus de 40 ans. J'avais dit sur ce plateau, Tu n'étais pas né. je suis d'accord, ce n'est pas un débat Tu là-dessus. veux parler quand tu n'es pas né. Il ne faut pas me distraire. Il ne faut pas aussi distraire les Camerounais sur des sujets aussi importants. Non, On parle du vas-y, Gani. Maintenant, de 82 à nos jours, vous vous rendez compte que j'avais dit sur ce plateau que le président Biya a un seul problème, dès le début. C'était le problème de casting. Bien sûr. Il a raté le casting autour de lui. Il continue avec. Pourquoi je le dis? Parce que de cette année 82 à nos jours, vous ne pouvez pas me dire qu'autour de lui, qu'il n'a pas réussi à dénicher un talentueux collaborateur, que ce soit homme ou femme, à qui il pouvait c'est-à-dire confier pas mal de dossiers aussi importants pour le pays. Je ne vais pas chuter par là. Je continue en disant, nous avons parlé tout à l'heure de l'énergie. Je vous cite en désordre le projet de Memvele, barrage de Naktigal, barrage de Lompanga. C'est que c'est qui fait mal. Non, écoutez, ça me fait mal. Moi aussi. Pourquoi? Parce que là, nous sommes en studio, nous avons l'éclairage. Mais il y a des quartiers, des villes qui n'ont pas de courant. Vous ne pouvez pas me dire comment en est-on arrivé à ce stade. On prend la cartographie du Cameroun. Du nord, nous avons le barrage de Lagdo, qui pouvait suffire à alimenter les 3 régions septentrionales et donner même à la RCA ou au Tchad. Exact.
On vous explique, il faut parfois aller vers ces techniciens. Et je rejoins Emmanuel Kougné sur cette position pour vous dire, parfois le profil compte. Si on tenait compte de profil, nous ne devrons pas arriver là. Quand les bailleurs de fonds arrivent au Cameroun, parce que le Cameroun est champion à organiser des ateliers, même s'il faut signer juste une seule signature électronique, on fait toute une banderole, on loue des hôtels, séminaires, de ceci. On vous explique avec des Français qui ne arrivent même pas. Ça vous donne des vertiges. C'est-à-dire pour celui qui n'a pas un certain niveau intellectuel, ne peut pas s'en sortir. Le Camerounais lambda n'a pas besoin de ça. Le Camerounais veut que son quotidien change. Et pour que son quotidien change, quand ces bailleurs de fonds séjournent donc dans notre pays, ils sont surpris de voir tous ces ministres, ces responsables de la gestion publique venir avec de grosses voitures, des voitures qui coûtent dans le 250 millions. Mais quand ils rentrent en interne, ils se posent la question, mais ces gens se foutent de nous. Comment nous pouvons venir signer des accords pour leur donner de l'argent, mais ils nous larguent avec de gros cylindrés, Non, moi alors, je chute en disant, si le chef de l'État veut encore, là, je parle au conditionnel, s'il veut encore regagner la confiance. Non, pour son dernier mandat. Non, attendez. S'il veut encore regagner la confiance de certains Camerounais, parce que moi, il n'a pas ma confiance. Je le dis, je suis de l'opposition et j'assume. Il faudrait donc réduire considérablement le train de vie de l'État. Vous sortez par là. Je sors par là en disant donc, quand vous voyez aujourd'hui l'axe nord-sud, ça existe de nom. Quand vous voyez dans le discours du président de la République, il a parlé des accidents. Mais faites un constat. En 2023, le nombre des accidents qu'il y a eu, de circulation et tout ça, vous ne verrez jamais qu'on a cité le nom du ministre qui s'occupe des travaux publics. On tire sur une autre personne. En réalité, nous avons donc des gens qui manipulent l'opinion. Ils sont forts dans la distraction. Pendant ce temps, il faut encore redire au chef de l'État pour le discours de cette année que nous avons pu achever certains de nos projets, certaines de nos réalisations, restent encore à venir. Mais quand vous faites ça, vous ne faites pas du mal au président de la République, vous faites du mal à vous-même. Parce que même dans la lutte contre la corruption, le chef de l'État a dit l'année dernière que ceux qui détournent les fonds publics, les deniers publics, vont rendre gorge, ils vont rendre compte. L'année est finie, on n'a pas suivi, c'est-à-dire une arrestation ou une interpellation d'un ministre. Je suis en disant, nous sommes dans une république... Le peuple a besoin du sang. Justement, le peuple a besoin de ça. Non, ne parlons pas des militants du PCRN. Je suis mieux placé pour vous expliquer cela. Dès qu'il chute, les Camerounais ont besoin de ce changement. Le changement que nous voulons, c'est que le chef de l'État est là. C'est lui le garant des institutions. Quand il prononce un discours, il faut passer du discours à l'acte. Vous ne pouvez pas nous promettre de 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, nous n'avons pas reçu une bonne nouvelle, qu'on n'a pas interpellé un ministre. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et ensuite, vous avez plutôt des ministres qui défient le système judiciaire du Cameroun. On convoque un ministre, il refuse de se présenter. Et vous voyez, vous êtes dans une république où chacun est président à son niveau. Et ça veut dire que nous, le bas peuple, qu'est-ce que nous observons? Nous sommes largués. Et nous ne pouvons plus croire au chef de l'État. Alors pour terminer, moi, je n'ai jamais eu confiance. Pour terminer. Je n'ai jamais eu confiance et je le dis encore. Pour terminer. Le problème du Cameroun, c'est les Camerounais nous-mêmes. Quand on vous confie un poste ministériel, l'État vous donne des moyens. Allez-y exécuter. Monsieur le président du mouvement progressiste, Hilaire Zipan, a dit quelque chose d'assez pertinent. Mais on va l'en vouloir. Pourquoi? Vous ne pouvez pas, vous pouvez être dentiste comme il a dit, mais avoir un bon cabinet qui vous conseille, qui vous oriente. Ce n'est pas Hervé Emmanuel comme qui peut me dire par rapport à cela. Mais nous restons focus. Pour nous, nous sommes en année électorale. Déjà, on a déjà lancé les hostilités. Et pour citer, je dis, si rien n'est fait,
Surtout du côté du septentrion. On est obligé de vous couper. Je suis d'accord, mais c'est juste quelques secondes. La prochaine fois, il vient avec un chronomètre. Nous avons besoin de réalisations concrètes et non de promesses fallacieuses. Je me reste là pour le moment. Alors, Emmanuel, comme pour sortir par là, décidément, le gouvernement est rattrapé par ses slogans. Aujourd'hui, rendu en 2024, les Camerounais n'y croient plus. Ils doivent s'apprêter à serrer davantage les ceintures. Simplement, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de casting à la base qu'il va falloir résoudre pour pouvoir avancer. Je ne devais pas vous surprendre, puisqu'on est des amis, on se connaît. Je vais donner raison à Toukou dans une partie de son discours. Le gouvernement a un problème de communication. C'est-à-dire quand bien même il peut bien faire, il ne communique pas bien. Et cela est dû à la structure. Comment est-ce que c'est fait? Vous avez un ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas sûr que ses collègues en économie et tout ça fournissent son administration de tout ce que les Camerounais ont besoin de savoir. Et Toukou vient de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on fait un discours du chef de l'État qui est un discours républicain et maintenant on ne décline pas régulièrement les applications de ce discours. D'ailleurs, je prends une parenthèse. On parlait tout à l'heure du professeur Joseph Ona. La directrice générale de l'API, qui est ma camarade d'université, Marthe-Angéline Mindia, je rends hommage à sa mémoire. Voilà une structure qui pouvait servir non seulement d'attirer les investisseurs, mais de dire aussi ce que le gouvernement fait au moment où les investisseurs arrivent. Un exemple, le ministre des Transports et le ministre des Mines viennent de signer un accord, je connais à peu près le contenu, mais je ne suis pas mon gouvernement, où ils ont exigé que dans la partie camerounaise, ce soit des entreprises camerounaises qui gagnent le marché de réalisation. Excusez-moi, c'est 500 milliards qu'on va poser sur la table au mois de mars. Vous vous rendez compte de l'énergie que ça peut apporter à l'économie. Dans 2 mois, là. Oui, oui. Et tout court. Et c'est pour ça que est-ce qu'on ne sera pas surpris? Écoute, c'est pour ça que je dis que je donne raison à Toukou et à Emmanuel Kounier. C'est-à-dire qu'il faut préparer les entreprises. Et c'est là que le GECAM, malheureusement, il n'aura pas encore sa structure dirigeante, devait être prête à être associée à la mise en place effective. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des instruments de quantification de l'impact que cet investissement va avoir sur notre économie. Donc, mon cher frère Toukou, nous sommes souvent opposés, mais je dis que sur ce plan, ta réflexion est pertinente et nous devons l'écouter avec une oreille attentive. Maintenant, soyons clairs entre nous. Vous ne pouvez pas être opposant et être nos conseillers. Vous comprenez? Non, je termine là-dessus. Là où vous avez... C'est pertinent ce qu'il dit. C'est pertinent ce qu'il dit. Attendez votre tour. Donc, vous ne pouvez pas être les adversaires et être nos conseillers. Parce que plusieurs de mes amis ne savent pas que les bonnes choses peuvent venir de chez vous. Et quand je le dis, avant, certains me faisaient le procès d'être un peu sympathisant de vous. Mais à mon âge, on n'a plus peur de rien. Mais je dis, et c'est là que je donne encore raison, c'est grâce à des émissions comme celle-ci qu'on peut faire avancer les choses. Malheureusement, plusieurs médias sont des médias d'opinion qui ne sont pas là pour faire progresser la compréhension d'une situation comme nous la faisons aujourd'hui. Ce sont des aboyeurs, des tontons flingueurs qui sont là pour descendre les gens. Donc, nous, tous, nous devons nous investir pour faire progresser la compréhension. Et je trouve que Canal Presse, ce midi, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais Canal Presse, je suis un homme heureux depuis quelque temps, parce que quand on sort d'ici, j'ai les messages, quelqu'un qui m'a appelé de Marois pour me dire de prêter attention à ce que tu es en train de me dire. Et c'est un magistrat. Je ne donnerai pas plus. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les hommes qui sont à des niveaux de responsabilité et qui pensent qu'il y a quelque chose à faire. Donc, nous devons ensemble nous investir et le patronat doit prendre toute sa place et faire en sorte que nous fassions progresser l'économie de notre pays. Tout il est très beau. Il est... Oui, non, je pense que Kounié a soulevé un point qui est tout à fait très beau. Il a un bon ton aujourd'hui. Non, il n'a pas un bon ton. Il est dans son... Il a mangé le tarot. Voilà, il est dans son rôle. Non, sur l'économie, on peut avoir des points de convergence. Ce qui est tout à fait évident, c'est qu'il a dit
Pour pouvoir donner de l'oxygène aux entreprises camerounaises, il faut être en capacité de payer la dette intérieure. Oui. À l'heure actuelle, la croissance ne nous permet pas de payer cette dette intérieure. Le modèle ne nous permet pas d'avoir suffisamment de budget pour payer cette dette intérieure. Non, on a fait le choix de ne pas la payer. De payer d'abord la dette. Heureusement, il faut là, être clair. Et c'est pas acceptable. C'est pas un discours d'opposant. C'est un choix économique qui est contestable. Alors, Emmanuel Kouguen, on sort de cette... Oui, je voudrais dire que si le ministre du Transport, comme on dit qu'il a signé un contrat, c'est très intéressant. Mais je dis qu'il faudrait que le chef de l'État lui-même comprenne qu'on n'ira nulle part si on ne vote pas une loi d'orientation du contenu local qui puisse permettre à ce que les PME et les PMI se retrouvent dans ces projets. Depuis le pipeline, le premier pipeline, tous ces projets structurants, les gens nous amènent des prisonniers, des mécaniciens pour venir faire des travaux ici. Le pont du Vouri, on n'a recruté que des gardiens, des chauffeurs, et on n'a pas recruté les ingénieurs camerounais. C'est ça. Donc il faudrait qu'il y ait une part de ce marché qui soit légalement orienté vers les petites et moyennes entreprises. Et puis, je voudrais dire un mot. Mais cela passe par une organisation. Oui, c'est pour ça qu'il faut voter une loi. Il faut voter une loi. Au Nigeria, c'est ce qu'on a fait. On a voté des lois d'orientation de contenu local pour permettre à ce que l'économie nigériane soit orientée vers les nationaux. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut que cela soit légal. C'est-à-dire que l'Assemblée légifère là-dessus. Et que ce soit des textes qui existent qu'on doit pouvoir appliquer et que cela est force de loi. Ouais, et que, avec la majorité obèse du RDP. Oui, il faudrait que le RDP comprenne ça. C'est pas quand même qui comprennent ça. Je vais vous apporter les Je voudrais dire... Vous laissez qu'il... Je voudrais dire quelque chose pour chuter. On a parlé tout à l'heure de l'énergie. Je sors un peu, je vous donne de l'énergie. Je voudrais vous dire que, franchement, avec tous ces barrages-là, au MRC, nous avons dit que ces barrages, ces éléphants blancs donc, que vous avez évoqués tout à l'heure ne nous servent pas à grand-chose. Le Cameroun, chaque département est traversé par un cours d'eau. Les mini-barrages auraient été mieux. Bon, le choix a déjà été fait. Mais le choix a déjà été fait. Mais maintenant, je suis le discours du chef de l'État qui nous a parlé du barrage de Nakchigan, qui est déjà prêt, que dans les jours à venir, il n'a même pas dit les mois à venir, nous allons avoir l'énergie. Mais il faut noter que les infrastructures de transport posent toujours problème, puisque Sonatrel est financé par l'État. Oui. Et Sonatrel transporte l'énergie au Eneo. Eneo, l'État est actionnaire à Eneo. L'État est actionnaire à 40 quelque chose %. Ouais. Et l'État est également client. Aujourd'hui, l'État a demandé à Eneo de financer l'infrastructure de transport parce que c'est rapide et puis c'est urgent et tout. Eneo leur a dit que vous êtes endetté vis-à-vis de moi. Vous me devez au moins 180 milliards. Versez-moi cet argent, je vais financer les infrastructures de transport. L'État a dit non, il faut aller prêter l'argent. C'est là où Eneo a dit, dans ce cas, Actis a dit, dans ce cas, je peux partir parce que c'est très... Attendez. Aujourd'hui, l'État n'arrive pas à payer sa dette. Mais l'État ne devait pas entrer dans une chaîne comme ça. Vous ne pouvez pas être celui qui finance Sonatrel. Vous êtes vous-même actionnaire à Eneo et vous êtes client et vous ne payez pas vos dettes. Ce montage-là, Monsieur Zipanko, ce montage-là ne tient pas debout. L'État doit se débarrasser d'un certain nombre de choses et jouer son rôle. Parce que tant que ça se passe comme ça, ça ne peut pas être fonctionnel. Emmanuel, ce que tu dis est pertinent, mais ce n'est pas exactement la situation. Sonatrel n'a pas été créé pour transporter exclusivement l'électricité pour Eneo. Parce qu'en fait, le projet camerounais, c'est aller vers une forme de libéralisation dans la distribution. Mais dans le cas d'espèce. Non, s'il te plaît. Oui, dans le cas d'espèce. Pour aujourd'hui, tu as raison. Oui, bon, si j'ai raison, j'ai raison. Je ne peux pas avoir tu ne peux pas nous dire la raison de demain. Non, pour aujourd'hui, tu as raison. Mais il se trouve que dans cette raison, tu globalises vite. Parce que la dette d'Eneo est une dette subsidiaire, c'est celle de Globelec. Ce n'est pas une dette directe. Vous comprenez? Et il faudrait d'ailleurs qu'on fasse asseoir les experts indépendants comme toi et d'autres pour savoir s'il y a une réalité de cette dette. Mais justement, l'État a demandé l'état de rapprochement. Vous ne pouvez pas. Parce que cette dette n'est pas réelle. Emmanuel, cette dette n'est pas réelle. Tu ne peux pas aller dans un pays, obtenir une concession, utiliser les maisons, les véhicules, les infrastructures, les barrages, on paye chez eux. Et tu repars avec le bénéfice.
Non, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Alors, merci, cher monsieur. Ce vendredi contrats n'ont pas était détaillé tout journée cela. On a- de présentation de vœux au président de la République au Palais de l'Unité. Comme de tradition, on a vu défiler devant le chef de l'État une bonne brochette de délégations. 35 délégations au total sont donc passées. Souhaiter merveilleuse bonne année au président de la République. Un président de la République qu'on a vu debout, qui a tenu pendant toute la cérémonie. Alors, comment est-ce que vous, je commence par vous, Monsieur Gandhi, avait apprécié cette cérémonie au Palais de l'Unité ce vendredi? C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de monde. Sujet difficile. On a parlé de 35 délégations au total. Délégation beaucoup, réduite quand même. Hein. C'est beaucoup. Oui, 35, mais si dans chaque délégation il y a 4 personnes, on peut très vite faire le ratio et trouver. Par le passé, c'était deux quand fois même plus. Bon. Alors, ensemble, peut-être avec les images de la réalisation, on va voir. Mais on a quand même vu une chose très importante. Le président de la République paraissait d'attaque. Si on s'en tient un peu à sa poignée de main ferme qu'il donnait à chaque personne qui venait lui souhaiter. Au contraire, il était plus jeune que certains membres du gouvernement que vous ne voulez plus voir. Bouba Ngom. Déjà, M. Bouba, avec mes copanélistes qui sont là sur ce plateau, ils vont toujours m'en vouloir, je le sais, surtout mon grand frère Hervé. Cette cérémonie, c'est une sorte de paradoxe. Déjà, chez nous, au PCRN, on qualifie ça de distraction. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu ce que nous voulons, pas nous en tant que de l'opposition, mais nous en tant que Camerounais. Pourquoi? Parce que cette distraction au Palais de l'Unité, ça rentre juste dans leur programme pour faire croire aux Camerounais que le chef de l'État est debout, il est en bonne santé et qu'il tient pendant des heures. En réalité, le Camerounais n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que ça rapporte à un Camerounais? Ça ne rapporte rien. Mais allez demander le budget, l'enveloppe qui a permis à faire cette cérémonie. Déjà, ça, c'est une distraction pure et simple, une distraction nationale, s'il faut le dire. Maintenant, il y a deux faits majeurs qui marquent généralement la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. La première cérémonie, c'est avec les corps diplomatiques, c'est-à-dire le président de la République reçoit peut-être au 3e. Les diplomates sont assis. Le président de la République s'adresse aux diplomates et à leur tour, les diplomates également s'adressent au chef de l'État en lui présentant ses vœux. Maintenant, ça c'est la première articulation. Moi, je vous épargne, je n'ai même pas suivi, je n'ai même pas suivi le discours et j'essaie juste d'expliquer en fonction des images qui défilent sur le petit écran. Ça, c'est la première articulation. La deuxième articulation, c'est avec les corps constitués. Et quand vous avez suivi cette cérémonie, vous verrez que la deuxième personnalité du pays même est absente. Ne me demandez pas pourquoi d'autres ne sont pas allés. Je ne fais pas le Congo-Ça. Son vice-président était là. Le premier vice-président. Quand on parle du président... Il peut être empêché. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est eux qui ont organisé ça. Maintenant, donc, vous avez des corps constitués. Au niveau des corps constitués, pourquoi? Là, je reviens sur la distraction que j'ai évoquée plus haut. Vous avez donc un corps constitué où le chef de l'État, lui, ne tient pas de discours là-bas et ne les écoute pas, mais se contente, comme vous l'avez si bien décrit, comme un autre ministre, avec des styles linguistiques encore plus approfondis. Quand il vous salue, il tient la main, ça veut dire qu'il est solide. Ça, c'est un début de slogan déjà pour leur campagne de 2024. Et qu'est-ce que tu as contre ça? Je suis contre. Tu as contre. Vous ne pouvez Quand pas Cabral va à Boumiébé serrer les mains des femmes, tu vends les oranges. C'est pas un problème. Ne faites pas de comparaison. Ah bon? Cabral est jeune. Il a tous ses il est jeune. Il peut aller serrer les mains à Boumiébé. Même vous et moi, moi, je peux juste vous pousser, vous tomber. Oui. Cabral et l'autre, il n'y a pas
lui, tu le poses, c'est un baobab. Non, nous ne sommes pas dans la distraction. C'est vrai que vous Alors, êtes nous là avons pour la nous deuxième distraire. personnalité, le vice-président du Sénat qui était là. Bon, ça c'est la deuxième Lui, personnalité. c'est Bouba. Du Sénat. Demandez donc où est partie la première personnalité. Donc c'est pour moi, je continue en disant qu'au niveau des corps constitués, constitués justement, nous avons un président qui est debout, qui reçoit juste un seul mot. Bonne année, monsieur le président. Et c'est fini. Comment Ici, tu le sais? Ici, il y a un problème, c'est retransmis, voici ça. Vous avez la poignée de main ferme du président de la Justement, c'est ce République. que donc ces gens vont utiliser. Un homme serein. Oui, et il y a même des gens qui Un me restent regard- même des invités à côté. un Voici regard l'image. lumineux Vous voyez, on du président demande de la aux gens de faire vite pour ne pas peut-être. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, ce sont des éléments visibles. On n'a pas besoin de faire la sorcellerie. Quand vous voyez l'image là, ça vous renvoie à quoi? Regardez un tout petit peu le comportement de BCC ce sont qui les est à côté. sénateurs. C'est-à-dire, on demande aux La gens parole peut d'accélérer circuler. et tout. Moi, je reste dans le problème de lucidité. Dans ce que nous parlons ici, c'est la vie des Camerounais qui est intéressant. Cette cérémonie, moi, je suis encore sur le deuxième point, c'est-à-dire le corps. Vous sortez par là maintenant. Oui, je vais sortir par Vous là. sortez par là sur le deuxième point. Quand le président les reçoit, c'est juste ce que vous voyez là. Vous voyez quoi? Il ne les a pas écoutés. Il n'y a pas eu de discours. Quand Il a on parle- échangé à la fin de la Non, cérémonie avec quelques membres du gouvernement. Ça On l'a a été vu. toujours comme À ça, la M. fin. Bouba. Et dans cette affaire-là, au niveau des corps constitués, Et le voilà qui échange Est-ce avec que- le Ah ouais. président de c'est l'Assemblée toujours- c'est la même nationale. chose, Mais c'est vous, les mêmes laisse-nous gens. parler aussi. C'est le même genre. Et que moi, personnellement, je n'ai pas vu les corps sociaux. Je suis Voilà syndicaliste. l'audience qui n'a pas eu. On n'a pas vu des syndicalistes. Nous n'avons Il y avait écoutez Jacques d'abord, Bissala. monsieur, On a vu Jacques Bissala quand même qui est syndicaliste. Écoutez d'abord. Bissala Quand qui je était parle là-bas, des c'est un corps syndicaliste. sociaux, quand je parle des corps sociaux, où sont les chefs traditionnels? Où est le Conseil national de la jeunesse? Moi, je voulais une cérémonie où, avec les corps constitués, le président de la République devrait les écouter parce que c'est lui le garant des institutions. Et en même temps, il est convié. Mais pourquoi donner plus de valeur, par exemple, aux diplomates et ne pas écouter ceux qui l'ont élu, ceux qui l'ont Ça fait? va être difficile Moi, je avec dis, vous. une fois de plus, c'est une distraction. Ça nous avantage en rien. Emmanuel Kougné, au MRC, quand même, là, ce n'est pas une photo que vous Non, avez c'est un vue. rituel. C'est quand même... C'est un rituel, un c'est un président. rituel, c'est un rituel qu'on fait tout le temps. Et puis ça ne sert à rien pour la République. Je vais vous dire, si le président faisait un conseil de ministres, ce serait plus important que tout ce tralala. Excusez-moi le mot. Donc, s'il fait un conseil de ministres, au cours du conseil de ministres, il échange avec les ministres. 10% au moins des problèmes que nous évoquons ici lui seront portés à chaud et il sera en train de se prononcer. Mais Bien il ne peut pas sûr. faire toute une année. Voilà. Il ne fait aucun conseil Conseil des des ministres. Les ministres. gens qu'il a nommés, qui sont en train de travailler pour son compte, il ne se retrouve pas avec eux. Et en plus, on a un secrétaire général président de la République qui a une délégation permanente de signature dont on accuse, et moi je ne l'accuse pas. Parce que si tu as un président que tu ne vois pas, tu as une parce que dans toute délégation permanente de signature, on dit toujours que vous allez discriminer vous-même les dossiers que vous allez reporter à la personne, au délégataire, parce que vous estimez que... À qui le droit? Mais quand vous ne l'avez pas sous la main, vous devenez fatalement un chef de l'État. Vous décidez surtout, et c'est le cas au Cameroun. Alors il ne peut pas nous laisser donc tous les ministres qu'il a nommés faire à leur tête et venir faire ce que vous nous montrez là. Et on ne juge pas un président parce qu'il s'est mis debout, il a fait des... C'est pas de cela. Nous voulons la vitalité du président de la République sur le terrain. Il y a eu des problèmes au nord ou au sud, on lui a dit d'aller là-bas une fois. Pour prendre la parole, il n'est pas parti. Mais Donc, là-bas même, c'est la guerre. mais c'est pas un problème. Et je dis même, il y a des gens qui ont perdu leur vie sur les champs de bataille. Nous avons perdu tout un général, le général Kodji. Bon, il faudrait qu'on le voit au moins une fois sur le terrain. On ne dirige pas. Un homme d'action doit... Le président sort seulement quand il va à l'étranger. C'est à l'étranger qu'on le voit se déplacer. Il se déplace par l'intérieur du pays. On l'a élu en 2019. Il a fait... 2018. 2018. Si tu veux réduire son il est mandat. descendu sur le terrain où? Dans quelle région? Donc, ce que vous montrez là, pour moi, c'est... Excusez-moi, je respecte tous ces gens qui sont là, mais j'ai de la peine à regarder. Et quand je vois ce genre de choses, je préfère regarder le truc d'Ali Baba ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est une cérémonie qui a quand même sa place et sa raison d'être, Hervé et Emmanuel Combe. Vous n'êtes pas surpris de la réaction de Emmanuel Kougné par rapport à cette cérémonie? Les deux réactions ne sont pas les mêmes parce que pour une fois, j'ai vu Emmanuel Kougné être un peu plus prudent. Mais Bobo, pardon, Gandhi, lui, fait dans la démago. Vous comprenez? Nous sommes dans un pays où vous avez écouté le chef de l'État le 31 décembre. C'est le discours à la nation. Qu'il vous ait plu ou pas, ce discours a eu lieu. Et c'est l'adresse où le président énumère
les grandes questions de la nation. Ce qui s'est passé, Emmanuel le disait, c'est un rituel républicain dans tous les États du monde. C'est-à-dire, on va souhaiter les vœux et en retour, le président adresse aussi ses vœux aux différents corps constitués. Pourquoi est-ce que les diplomates passent avant? Parce qu'ils n'ont pas l'occasion que les autres pourraient avoir. Ils viennent en groupe et disent un peu l'État, comment ils ont vu le pays à cette date-là. Donc c'est un rituel. Ce n'est pas un endroit où on vient juste à poser les audiences. Hein, quand je vois des spectacles, même notre illustre président de l'Assemblée, qui insiste, qui veut causer et tout, non, ce n'est pas la place de ce genre de spectacle parce que c'est juste un rituel pour que le président serre les mains des uns et des autres et il peut dire un mot aux uns aux autres. Il y a des endroits pour le faire. Donc, ça ne devait même pas donner lieu à la démagogie. Alors, quand Gandhi, quand son patron de son président va au palais, c'est magnifique. Le jour où il ne met pas les pieds là-bas, c'est une catastrophe. Vous l'avez vu au palais? Non. Mais il a souvent été. Non. Nous sommes en direct. Faut pas, non, je ne parle pas de là. Non. Je parle... Il est à mais laisse-moi parler. Non, Hervé. Laisse-moi parler. Hervé, faut pas. Tu ne m'as pas habitué à ça. Laisse-moi parler. Je sais, Hervé. Laisse-moi parler. Je crois, écoutez, parce que vous voulez vous donner l'impression d'étouffer Hervé. Hervé dit, non, vous dites la même chose, il dit qu'il n'est pas allé à cette cérémonie, mais il est souvent allé au palais. Il est souvent allé quand? À quelles circonstances? Il faut qu'il nous dise. Je peux pas. Mais comment vous pouvez avoir les informations de mon parti et que je suis sur ce plateau et vous me dites que non? Allez-y. Si vous le laissez parler, il va vous dire. Si vous le laissez parler, il va vous dire. Je le laisse. Le problème est que même mon âge n'est plus respecté ici. Rassurez-vous, c'est très respecté. Un de mes enfants les plus estimés que j'aime beaucoup. Mais c'est pas grave. Bon, je change de camp pour que Bobo ne m'empêche pas de parler. Quand tu arrives au palais et que sa voiture simule une panne d'essence, là aussi on ne l'a pas vu. Une panne d'essence. Une panne d'essence en plein cours du palais. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Vous aspirez à diriger le pays un jour si le peuple souverain vous donnait sa confiance. Ce que vous êtes en train d'essayer de démolir aujourd'hui d'une façon démagogique peut se retourner contre vous. Non, vous l'en présente. Et je suis d'accord. S'il te plaît, Emmanuel. Non, président, 5 ans, on l'a vu nulle part. Je suis d'accord. Tu mélanges les choses. Je suis d'accord avec toi qu'il faut, je souhaiterais même qu'il y ait un conseil des ministres toutes les semaines. Vous voyez, je suis déjà de PC. Mais ce n'est pas le sujet que Bouba nous a posé. Il nous a dit, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Ma réponse est oui. On a vu un président avec plein de vitalité, jovial, et contrairement à ce que tous les aboyeurs de Bonacouan en disaient, le président debout est en capacité de dire, regardez, personne au monde à 80 ans, 91 ans ne peut avoir la vitalité. Je te souhaite d'avoir... C'est des gens qui doivent se reposer. Je te souhaite, Emmanuel, tu es plus jeune que moi, je te souhaite d'avoir 91 ans. De ce village. Énergie pas. Je pense que sur ce point-là, je n'ai pas à dire, hein, je n'ai pratiquement rien à redire. Je pense que chacun... Voilà mon mot qui passe là-bas, c'est pas mal. Hein. Chacun a sa constitution. Je ne dirais pas, mais peut-être le président est quelqu'un qui a une santé extrêmement importante. Mais pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet ne peut pas être sur le débat sur l'âge du président, sur sa vitalité. Je pense que sur le point là, je rejoins Kounié. Le sujet sur lequel on attend le président, c'est sa capacité à gérer nos problèmes. Qu'il ait 90 ans, 100 ans, 200 ans, ce n'est pas un problème. Mais qu'il ait la capacité de gérer nos problèmes. Et à l'heure actuelle, nous les avons. Nous les avons parce qu'un président de la République, par essence, fait des arbitrages. Et il y a plein de sujets sur lesquels nous avons besoin des arbitrages. C'est ce qu'il fait essentiellement. Non, Hervé, peut-être les arbitrages sont tard. Je prends le cas et on a soulevé le point. Toi, tu prends toujours le cas sur le pétrole. Ah non, je n'ai pas dit sur le pétrole. Je prends le cas, par exemple, à l'heure actuelle, qui semble être tout à fait très important. Est-ce qu'il est admissible que 5 ans après, un gouvernement qui nous a foutu dans le pétrole puisse être celui-là à qui le président confie la relance de l'économie? On répond non. Tu connais ma réponse. Ah non, c'est pas ce qu'on répond mal au président. Je dis que tu connais ma réponse. Oui, je peux être. Nous sommes unanimes là-dessus. Bien sûr, nous sommes unanimes là-dessus. On ne peut pas continuer à confier à ces gens-là la capacité de pouvoir relancer l'économie. Et je pense qu'Emmanuel Kounié allait un peu plus loin en citant un certain nombre de ministres, même si j'en conviens qu'il a été assez dur, parce que l'évaluation d'un ministre tient des considérations un peu, entre guillemets, de l'affinité que le sujet a avec le président. Ce que l'on reproche... nous avons les résultats.
Non, mais ce qu'on reproche à ce gouvernement, Emmanuel Kouniekou, comme il avec moi, c'est que ce n'est pas des politiques. C'est ça la difficulté qu'on a au Cameroun. Ce n'est pas des politiques. Ce n'est pas des politiques. Ils ne font pas de la politique. Non, ce n'est pas des politiques. Parce que je suis assez sidéré de voir, et la plupart de fois, et Hervé Cache, la plupart de ces gars-là, c'est quand on est nos ministres qui rentrent qui devient militant. Qui devient militant. Hier, j'avais un gros meeting à Douala 3. On ne les voit pas. Et quand on les nomme, boum. Bon. Tu viens. Donc, ce n'est pour la plupart, ce n'est pas des politiques. Ce n'est pas des gens. Parce que le politique, par essence, réfléchit. Et il est consulté pour occuper une fonction. Et une fois qu'il est en fonction, il sait bien que cette fonction-là est essentiellement révocable. Et il les rend compte. Parce qu'il rend compte. Mais Hervé, tu n'es d'accord avec moi qu'on ne peut pas garder quelqu'un au gouvernement pendant 30 ans. Justement. Hervé, vous ne pouvez pas. Soyons sérieux. Pendant 30 ans de membre du gouvernement, il n'a pas de résultat. Nous soyons clairs, il faut dire les choses en l'état. Et c'est qu'il faut même ajouter à des postes de responsabilité. Si on vous nomme, vous faites déjà plus de 3 ans. Vous ne pouvez pas être apte. Et nous avons ici dans le gouvernement actuel des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans. 30 ans dans un ministère. Mais c'est pas de leur faute. Non, c'est de leur faute. Dans une région où personne n'est émergé. Cameroun, c'est le seul pays où les ministres même ne démissionnent pas, malgré leurs échecs. Le président lui-même a 41 ans au même endroit. C'est quelle a fait ça. Nous voulons laisser quel pays. Moi, je dis une fois de plus, peut-être ça sera... Ça sera mon mot de fin. Et je devrais les Camerounais à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est très important. N'écoutez plus ceux qui vous disent s'inscrire ne sert à rien, voter ne sert à rien. Le MRC il faut sur être le terrain. Citoyen. Vous le verrez sur le terrain. Il faut être citoyen. Allez-y vous inscrire parce que seul le vote peut changer notre quotidien. Alors, 2024, le MRC sera plus que jamais Nous sommes sur le terrain. Depuis le 2 janvier, nous sommes sur le terrain. Si vous parcourez la ville de Douala ou la ville d'autres villes, vous verrez le MRC sur le terrain en train de procéder, de susciter les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons plus de 7 millions de militants. Vous n'en avez pas. Vous n'avez que les fonctionnaires. Vous n'avez pas de militants. Tous les sous-préfets sont vos militants, mais nous avons des militants. Sur le terrain, vous les verrez en choisir, en train d'appeler les Camerounais. C'est que je connais l'histoire des figurants. Alors, Hilaire Zipan, plus que jamais en 2024, le MP, Mouvement Progressiste, sera d'attaque. D'abord, le slogan, c'est le MP is back, dont nous on revient dans la scène. Vous étiez où avant? On n'était pas là, on avait notre coordonnateur qui était parti. Donc, on s'est organisé, ça va maintenant. Je pense que sur ce point-là, Emmanuel Kounie et Gandhi, je suis d'accord avec eux qu'il faut inscrire. Mais il faudra qu'on soit encore mieux organisé pour l'inscrire. Tout à fait. Il faut l'organiser. Et à ce titre-là, je pense que nous avons introduit les 7 partis politiques qui se battent pour un code amélioré. Une rencontre avec les CAM qui aura lieu le 11. Et à cette rencontre, nous allons poser toutes les problématiques de la manière où il y a une plateforme d'ailleurs dans laquelle vous êtes. Tout à fait. Donc on va rencontrer les CAM le 11. Et nous allons poser tous les problèmes, notamment, Hervé, les disponibilités des kits, la publication des listes et l'obtention naturellement des différentes cartes des uns et des autres qui sont inscrits depuis. Le 11, nous devons débattre de ce problème-là parce qu'ils ont des budgets pour ça, parce qu'ils ont la capacité de le faire. Il faut que nous travaillions d'un commun accord. À ce titre-là, au sorti-là, il faut que les partis politiques, au lieu qu'on fasse des débauches d'énergie une à une, qu'on se mette dans des brigades d'inscription et qu'ensemble on fasse le rabattage pour que tous les Camerounais puissent s'inscrire. Je suis convaincu que si nous avons 12 millions, Hervé va prendre sa carte dans un parti de l'opposition. Parce qu'il n'a pas beaucoup de chance à être... Vous avez déjà lancé un mouvement... La dernière parole vous revient maintenant. Vous avez déjà lancé un mouvement de 11 millions de citoyens, on sait comment ça s'est terminé. Ah ben non, c'était tout seul. C'est la parole. Ça avait toute la force d'être lancé par Cabral, c'était tout seul. Et maintenant, on va travailler avec Cabral dans cette idée. Merci pour la précision, Hervé. Il faut calmer vos élucubrations. Ah non, ce n'est pas des élucubrations. Non. C'est des pensées, Hervé. Alors, moi, hier, j'ai eu le finissime honneur de présider, en compagnie du président de la section Douala 3, notre excellent maire Valentin Bossambo Popa, une réunion de tous les présidents de comité de base de Douala 3. Pourquoi je vous le dis? Il y avait plus de 1000 personnes. Oh. Oui, nous avons là-bas 2000, bon, il y en a, mais c'était une réunion. Vous avez le score de Douala 3 aux élections. S'il vous plaît, attends, s'il te plaît. Donc, nous avons, je vous parle de ça pourquoi. Nous faisons la même chose à Douala 5 dans les prochains jours.
C'est pour dire, Bouba, que nous n'attendons pas les dernières heures pour aller nous installer sur les bancs en Ndokoti et commencer à inscrire les gens. Nous avions hier un séminaire de mise à niveau avec tous les responsables du comité de base sous section. Et eux, ils vont faire les mêmes réunions avec les présidents des cellules. Donc, nous sommes une organisation... Vous le faites combien de fois par an? S'il vous plaît, vous laissez terminer ce dernier tour de table. Là, tu vois, je vais donc t'applaudir, Emmanuel, mon ami. Nous devions le faire chaque fois. Nous ne le faisons pas souvent. Mais nous, on le fait parce qu'on sait qu'on entre déjà dans le marathon électoral. Tu as raison. On devait le faire. Mais ça a un coût. Donc, nous n'attendons pas la dernière minute pour préparer une élection dans l'agitation, les injures, les slogans sur les plateaux de télévision, comme certains n'existent que dans les injures des autres. D'ailleurs, entre eux, ils ne sont d'accord que lorsqu'il y a un militant du RDPC pour attaquer le RDPC. Si je me lève ici maintenant, Gandhi va manquer de respect à Emmanuel Koulibaly. Ah, jamais. Non, jamais. Non, parce que toi, tu es poli dans votre banque. Donc, nous voulons que toutes les organisations politiques marchent bien. Et nous disons que l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Et nous ne mêlons pas des affaires des autres. Certains administrateurs ne sont pas des organes. Il faut que ça change. Certains. Que ça change. Je le dis parce que le sujet que j'ai eu à rencontrer, et là c'est très important, le sujet que j'ai eu à rencontrer dans la mise en place des organes du RDPC, on a eu un administrateur d'une grande hauteur. Dans certains cas, et c'est le cas du PCRN, on a eu des administrateurs qui sont devenus complètement des militants du RDPC. N'ayons pas peur de le dire sur ce plateau. Merci, on sort par là avec vous. Je sors par là pour dire à Hilaire que d'abord, ce n'est pas le RDPC qui était en face du PCRN, mais c'est pas grave. Ah bon? Non. Poursuivez, s'il vous plaît. Je vous laisse. Le débat n'est pas sur cette question. Je suis un juriste à mi-temps. Et quand on dit qu'il était en face, ça veut dire que ce sont pas, nous n'étions pas à Kaïré comme parti au procès. Mais vous étiez en filigrane. Nous n'étions pas. Non. Je vous donne moi-même un exemple. Le procureur... Passez très rapidement là-dessus. C'est pas la question. Le procureur de Kaïlé n'est pas militant de RDPC. Il est en de côté, tu le connais très bien. Sûr. C'est un garçon bien. Donc, laissez un peu ce côté. Donc, pour terminer, l'année 2024 doit nous permettre que chaque mouvement s'organise et que nous rentrons en compétition de façon saine. Ce n'est pas la guerre civile, ça doit être un jeu, une compétition saine. Sans triche. Sans triche. Il parle de saine. Il faut préciser. Saine et sans triche. Parce que saine pour eux, ils peuvent tricher et dire que c'est sain. Oui, Emmanuel. Et il faut aussi surtout accepter le verdict. Emmanuel, et je termine là-dessus. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas attendu ce débat. J'avais dit sur un plateau que je pense qu'il va falloir reformer la loi sur les associations, surtout en ce qui concerne les partis politiques. Un parti politique ne doit pas être une marchandise et que quand ça sert certains, parce que pour moi, le PCRN est une réalité et aujourd'hui, venons nous sortir un fonctionnaire à la retraite qui doit manipuler, je ne sais pas de quel lieu de retraite, je pense que c'est limite. Voilà, je vous supprime. C'est bon. Mais... Voilà, merci cher monsieur d'avoir accepté de venir échanger dans ces débuts d'année 2024. Je vous souhaite un renouvelle encore à vous tous nerveux pour 2024. C'est malheureusement terminé pour ce jour. Le temps n'est pas... On n'a pas vu le temps passer. Merci à Matouko, merci. C'est le MRC qui vous remercie. MRC. Il faut souvent l'inviter, lui, parce qu'il y a d'autres fous dans son monde. Prenez rendez-vous sur Canal 2 International ce soir à partir de 20h30. La rétro spéciale vous sera présentée par Monique Naoussi. Monique Naoussi va donc recevoir le professeur Claude Assira, par ailleurs, avocat au barreau du Cameroun. Très bon avocat. De l'actualité au Cameroun. Voilà, monsieur, merci à toute la grosse équipe et surtout, ne l'oubliez jamais, la rediffusion de ce programme. La première, ce sera ce soir à 23h, la seconde demain quand il sera 23h30. Juste derrière moi, c'est la République Djambolaise qui prend les commandes avec le Raïs, l'émission Djambo. Voilà, monsieur, excellente soirée. Regardez les programmes de Canal 2 International. Ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien le bonjour.